moi j'ai pensé à ça pendant le film William Martin. William Sorin. Je me suis dit ça n'aurait jamais marché en 2022 William parce que Sorin. les Allemands auraient tout de suite capté que William Martin, mais c'est un plat surgelé, c'est une blague, Il y a du cheval dedans. on est en train de nous ruser. Car les Allemands ont un accent belge, c'est bien. Eh bien, c'est bientôt parti. Il devrait mettre son survêtement, il va prendre froid. Bon, ça va pas recommencer, hein. C'est dire qu'on n'est pas gâté depuis quelque temps. J'ai chaud, je me sens pas très bien. Non, Sylvain Chaud. Ça va aller. T'as ni chaud ni froid, et ben t'appuies sur le bouton marqué médium. Bonjour à tous et bienvenue dans À chaud, le podcast cinéma. On sort tout juste de la salle de cinéma. Nous venons de voir Opération Mincemeat, la ruse en français. Je suis Jean-Baptiste. Bonjour à toi, Lionel. Bonjour à toi JB. Comment ça Et va bonjour à tout le monde. Comment ça va Ça ce va vendredi bien, soir. un peu fatigué, c'est une première ce soir, on le fait un vendredi soir, pas un jour de semaine. Donc on est un peu plus relax, mais sauf pour nous, sauf pour toi, malheureusement. Tu travailles demain, t'es de corvée. Mais non, ça va, c'est une bonne séance, content. Donc À la bien. ouais, à la bien. Cool, un film chill. Donc bien. Et bonjour à toi, Jérémy. Hello JB. La forme en ce vendredi soir. Oui, comme dit Lionel, fin de semaine, donc un peu plus fatigué, mais aussi très relaxé du week-end qui s'annonce. Ouh. Quel week-end. Je suis assez excité parce que c'est l'Eurovision demain, c'est la finale. Et oui, on va tous se retrouver d'ailleurs. Oui, sauf Mathieu. Il est puni. Penny. Et justement, ça me Mais permet... qui est ce Mathieu? Ça me permet d'introduire le grand Mathieu, le Euro. Ouais, je sais pas. T'étais parti dans une très bonne intro. Ouais, mais tu vois, je suis un peu nul dans ma Non, vie. mais, donc, mais La non, t'es pas pub a nul. un Mais peu non, t'es pas foiré. nul. Oui, Mais non, c'est ça. t'es pas nul. Merci Mathieu. Euromat, qu'on peut retrouver sur Instagram sous Ah. le @Euromat, le spécialiste Merci. de la BD Merci intersidérale. Jean-Baptiste. Merci. Quelle introduction, Jean-Baptiste. C'est bon, tu peux y aller maintenant. Bonsoir, Mathieu. bonsoir tout le monde. Et qui est breton. Et qui est Faut le breton. dire. D'abord, faut le dire. first of all. Alors, bonjour Jérémy, bonjour Lionel, bonjour Jean-Baptiste. Et merci de m'avoir fait venir ce soir dans ce fabuleux Putain, podcast. comme si on était un podcast monstrueux. Mais c'est le cas. Mais C'est le cas. C'est le cas. Et on vous aime, ceux qui nous écoutent. Après, On vous monstrueux est très large. Il peut être pris dans beaucoup de sens. Il peut aime. Ouais, on a pas- beaucoup d'invités ces Tout temps-ci, de suite, hein. la graveleuse de Lionel, bah voilà. C'est sympa. toi qui vois le graveleux. Enfin bref, on s'éloigne du film. On s'éloigne du Bref, film. opération Ce n'est que le début. Mincemeat. Alors déjà, petite question comme ça, surprise. Interrogation surprise, les amis. Comment ça Mon Dieu, il va nous le faire à chaque fois. Oui, je vais vous faire en accent allemand C'était tout une le temps. blague moyenne. Alors, opération surprise, les amis. Qu'est-ce que veut dire opération Mincemeat? Bah, ça veut dire la ruse. Ça veut dire la ruse, très bien. En tout cas, c'est ce que pense l'équipe marketing française. Effectivement. Qui va toujours très très loin dans ses traductions littérales. Toujours à se Ouais, poser mais la des questions. ruse, c'est pas mal. Enfin, pardon de casser comme Oui. ça, je suis désolé, Ouais, je mais défends la alors, France. est-ce que t'as tapé Respecte la- le est-ce que- scénario. Est-ce que tu as tapé la ruse dans Google par exemple? Non. T'as au moins 3-4 films qui s'appellent La Ruse, dont déjà 2 qui ont été faits dans les mêmes Oui, mais années. t'as pas un Ça, qui c'est s'appelle ça, La c'est malin Ruse. pour ça, c'est malin pour le ranking sur Google. Hein. Bah, bravo. Ouais, c'est. Ouais. Alors, on sent l'influenceur Instagram qui parle. Là. Par contre, Mincemeat, c'est un plat du coup. Ouais, je crois, c'est de la viande. mais- C'est de la viande hachée en fait, c'est ça quoi. Viande C'est hachée. de la viande bouillie. Mince. En fait, oui, je viande lance hachée, des quoi. interrogations, mais je sais même Oui, pas la je vais réponse. vous poser une C'est- question dont je ne connais pas la réponse. C'est toujours mieux que Opération Corn Beef pour. Ah, Bah oui, putain, non, ça, c'est Jean-Marie Poiré. Tu sais que c'était un de mes films préférés en VHS gamin. Avec, il y a François Mitterrand de dos à la fin. Enfin, François Mitterrand, un sosie de François Mitterrand. Exact. Avec genre, limite, Jean Roucas qui fait la voix de François Mitterrand. C'est génial. Mais ce film est excellent. Oui, on vous l'a pas Jean dit, mais en Reno, fait ce Christian soir c'est Clavier. Opération Cornet de Bif. En On va fait, vous c'est ça. faire, c'est trop bien. C'est un peu Christian les- Clavier, ok. C'est un peu les mêmes films. Trop bien. hein. Ah non, mais attends. Opération Cornet de Beef, monstrueux. Avec. Il y a une cascade dans une BX. je Non, crois. dans une XM. Dans une XM. XM, pardon. C'est une XM, Ah, les c'est gars. pas la bonne voiture. Ce qu'il n'y a Merci, pas Jean-Baptiste. dans Opération Mincemeat d'ailleurs. Non, il y a pas de- ça il y a manque pas beaucoup d'XM. d'XM. Il y a pas de- dans pas assez de Opération Citroën. Il n'y a Mincemeat. même pas de traction avant dedans. Si, On ne si, voit, si, si, on ne bien voit sûr que pratiquement si. pas de voiture Mais d'ailleurs, je suis assez déçu. On spoil pas. Bon, j'ai décidé d'arrêter de dire on ne spoil pas, on le dira plus tard. Mais je le dis quand même. Le dernier plan, on voit une traction avant. Mais c'est on est en Angleterre, il n'y a pas de. Ok, bon. J'ai rien dit, Mais où veut-il en Si. venir mais- Bref, Quel chemin prend-il bon, les gars, Où on va-t-il s'éloigne un peu du sujet. Revenons au sujet.
Pardon. T'as conscience que ce podcast, du coup, à cause de tous tes accents, va être banni en fait. Ouais. Il sera L'accent allemand inécoutable. n'est pas c'est banni bon. pour l'instant. Non, hein, mais je suis plus désolé. personne nous écoute. Là, ça fait 2 minutes. Ça fait deux fois que tu fais des interventions Je comme suis ça. en cancellé allemand, ça déjà. va pas du tout. Déjà cancel. Bon. J'annonce que nos sponsors non existants viennent On de nous vient de quitter. nous lâcher. Putain, merde. Tu veux Alors- dire les sponsors qu'on n'a pas Alors, ne sont plus là si, Non. on avait Cochonou, mais effectivement, ils nous ont abandonnés en cours de route. Pour un film qui s'appelle Viande hachée, c'est dommage quand même. Ouais, ça c'est con. C'est vraiment Mais- ballot. Jérémy, justement, pour gâter nos sponsors, est-ce que tu peux nous résumer le film qu'on vient de voir et surtout nous dire Certainement. qu'est-ce qui s'est passé et c'était Oula. avec qui? La Alors, motive. Opération Mincemeat, la ruse en français, a été C'est très sérieux d'un mais coup, oui, excuse-moi. réalisé par John Madden et qui nous parle ici d'une opération secrète en 1943. On est Secret. au moment un petit peu le plus sombre pour les Alliés parce qu'ils ne trouvent pas vraiment de solution pour reprendre l'Europe à Hitler et ils ont pour projet à la fin, ou en tout cas en plein été 1943, de commencer la reprise de l'Europe par la Sicile. Et ils sont dans une situation très compliquée où les Allemands se doutent très très bien de ça et ont sécurisé et envoyé une bonne partie de leurs troupes en Sicile. Tout ça après de longs affrontements en Afrique du Nord de 1941 à 1942. On Fin a quand 1942. même réussi à bien les poucaves, les Allemands. Effectivement. Là, je crois qu'on a gagné la guerre. hein. Bah, Je crois que Ah bon je connais la fin du film. Et donc face à ça, Churchill a un seul objectif, c'est de faire croire aux Américains, non, aux Allemands, qu'ils veulent envahir l'Europe par un autre moyen que la Sicile. Et il mise sur la Grèce. Mais comment faire croire aux Allemands qu'ils vont aller en Grèce alors qu'ils ne vont pas y aller? Eh bien, ils ont toute une série d'opérations qu'ils veulent mettre en place pour faire croire aux Allemands ça. Donc il y a forcément faire jouer tous les espions du MI6 pour donner de fausses informations. Mais évidemment, tout ça est contré par les services secrets allemands. Et une opération un peu plus ambitieuse et un peu plus fantastique pourrait être a priori la clé pour résoudre cette situation. C'est celle d'Opération Mincemeat qui est menée par un officier anglais qui est interprété par Colin Firth, qui joue le personnage de Ewen Montagu. Comment Pas Montagu, mais Montagu, pardon. Colin Firth. Colin Firth. Refais le Colin Firth. Colin Firth. Puis le TH, c'est la langue entre les dents, les gars. C'est tout. C'est comme ça qu'on prononce. Il est accompagné par un autre officier qui est interprété par Matthew McFadden, qui joue le personnage de Charles Cholmondeley. Très bon d'ailleurs. Cholmondeley, pardon. Et l'autre actrice principale, c'est Kelly MacDonald, qui joue Jean Leslie, qui aura un rôle assez important. Et donc ces joyeux personnages sont emmenés à mener cette opération. Va-t-elle réussir? Est-ce que ce groupe va réussir à mener à bien cette mission au compte de Churchill? C'est là tout le thème du film. Une mission apparemment primordiale dans la stratégie Top de Top Secret. Et Exactement. On va sauver potentiellement des centaines de milliers de personnes. voire même des millions. Voire C'est même pas des mal. millions. Bah, On ose le dire, on ose le dire, des millions. Et faire basculer la guerre. Et faire Voilà, basculer la guerre, dans un tournant. Effectivement. Important. Donc non. Merci Jérémy. C'était très studieux. Je suis toujours très content d'entendre tes... Mais de plaisir. Voilà, lèche-botte en face lèche-cul, de c'est clair, moi, c'est mais toi. mec, mais retiens-toi. Mais Si personne ne le fait, Oui, c'est vrai. toujours un plaisir de t'avoir avec nous, Mathieu. Ouais, Mathieu, Avec merci. plaisir. Bref, est-ce qu'on fait l'honneur à l'invité ou pas, les gars, De de lui demander son avis? Oui. À l'invité, mais attendez, mais moi je fais partie du crew maintenant. Moi je veux revenir et tout. Vous Merde. rigolez ou quoi? Putain, les gars, je vous l'avais dit, il Non, fallait pas alors, venir. alors on pas propose l'inviter. mon avis à moi Non, attends, tu dois attendre la formule magique de je te pose la question. Et toi, Mathieu? Attends, ferme ta gueule 2 secondes. Non, c'était plus poli ce que je disais. Mathieu. Monsieur Mathieu. Qu'avez-vous pensé d'opération Mincemeat? Alors,
qu'est-ce que j'en ai pensé Moi, j'en ai pensé À chaud, hein. À chaud. À chaud, oui, ouais, surtout. ok, Merci, à chaud, à putain. Je sens qu'il va être relou, le T'es gars. chaud, là Alors, donc, je suis pas relou, je suis un mec convenable et voilà. Et de deux, non, j'ai trouvé que l'ensemble du film, moi, il m'a plu, j'ai trouvé ça divertissant. Divertissant, je trouve que c'est vraiment le terme à employer parce que j'ai pas été subjugué, on va dire. Voilà. Pour moi, c'est pas un grand film de guerre tel. Alors bien sûr, on va pas spoiler, mais pour moi, ce n'est pas un grand film de guerre tel que ceux que j'ai pu voir auparavant. La grande vadrouille. Merci. Papa Schultz. Je pense. Non, je pense plutôt. Le soldat Ryan, c'est une référence. Il y a la ligne rouge, bien sûr. La grande évasion. Là, oui, il y a vraiment beaucoup d'autres. La vache et le prisonnier. Non, mais j'essaie d'être sérieux en fait. Donc, si vous racontez plein de conneries, C'est effectivement. mort, mec, c'est mort. Je vais vite perdre des moyens. Et donc, non, j'ai trouvé ça vraiment divertissant. Le petit. Alors, je ne sais pas si c'est le moment de parler de ce qui nous a déplu. Non, ah oui, si. Mais sinon, je pense qu'il allait partir en spoil, excuse-moi. Non, je vais pas partir en spoil. Dis là, c'est Non, sans spoil. la seule chose que moi qui m'a vraiment gêné, je dirais, tout au long du film, parce que c'est quand même quelque chose qui est ultra présent, c'est la musique. Qui est vraiment, moi je l'ai trouvée trop présente pour moi. Je suis d'accord. Elle accompagne énormément la dramaturgie et tout, mais en fait il y a plusieurs moments où tu te dis mais en fait est-ce que c'est véritablement nécessaire ? Alors quand on sait que c'est Warner Bros qui est derrière, bon il y a un côté très américain, très on vous sort les violons. C'est anglais hein, pour le coup. Oui, mais là, oui, autant pour moi pour la réalisation, d'accord. C'est vrai que je tout, me base tout, juste tout. sur le fait que ce soit la production Warner. Voilà. Mais Warner produisait Stanley Kubrick qui est américain mais qui vivait en Angleterre. Ouais, mais bon voilà, si on me demande à chaud mon ressenti, j'ai trouvé ça divertissant. Ça pour le coup, la musique, moi, ça a été le truc qui m'a vraiment le plus gêné, je dirais, dans le film, si je dois. Ce qui est marrant parce que quand même, donc le gars en fait à la musique, c'est donc Thomas Newman. Exact, et c'est quand même un monsieur quoi. C'est pas n'importe qui. C'est un bonhomme. C'est pas une dame. Ouais. C'est un bonhomme. Comment on dit dans le milieu, c'est un bonhomme. Je vais rebondir là-dessus, Jérémy. Je ne me laisserai pas. Je me permets de rebondir justement aussi sur ce que tu viens de dire. Alors l'idée, c'est parce que je veux pas comment non plus que les gens se disent là, mais lui raconte, il commence à dézinguer le film au bout de 2 secondes. Je ne parle pas de la qualité de la musique, mais je parle vraiment de la présence de la musique qui pour moi est un peu trop. Thomas Newman, c'est comme 1917. C'est Sam Mendes, ouais, c'est les Skyfall, James Bond. Tu vois, c'est comme la crème. C'est Wall-E aussi, je savais pas. Oui, mais plus anecdotique. Aussi Wall-E quand même. Il a fait Baby Boss 2 aussi. Bah voilà, je dis ça, il j'ai a rien. fait Prochain épisode d'ailleurs. Et le retour des visiteurs. Le 3, le 4. Non, Casino Royale, non. C'est génial. Et merci. Pourquoi je dis génial, mais sans. Merci pour ton avis à chaud. Génial, mais voilà mon avis à chaud. C'est bon, tu peux y aller. Merci, c'était bien. Parce qu'il y a le tram 25 qui arrive pour rentrer chez moi. Donc je vais le laisser. Allez, au revoir. Jérémy. Oui. À chaud. Qu'en Ben, penses-tu? Moi, je suis très très client de ce genre de film. Dès qu'il y a un peu d'histoire, ça m'accroche tout de suite parce que voilà, il y a ce. Tout de suite, tu rentres, tu mets un pied dans quelque chose de réel, quelque chose qui est lié à notre histoire, et du coup, ça aide énormément à rentrer dans le film. Est-ce que je peux juste me permettre une petite interlude? Bien sûr. C'est pour le coup, ce soir, je me permets de le dire, c'est toi qui as choisi le film. Donc effectivement. Bah oui, non non, mais mais faut le dire. Vu que depuis non, t'as proposé effectivement, mais depuis le début, tu subis les films que JB et moi choisissons, qui en l'occurrence étaient des films de grande qualité comme Moonfall ou Le Projet Adam ou des choses comme ça. Il a aimé Moonfall. Il a aimé Moonfall. On a tous aimé Moonfall. Et je pointe du doigt en plus en disant ça. C'est vrai. Pas du tout podcastique. Mais il a aimé Moonfall. Et non, et moi je tiens à te remercier pour ta proposition parce que c'est vrai que c'est pas forcément le type de film qu'on aurait forcément été vers lequel on aurait été, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Merci Jérémy. Merci Jérémy. Avec plaisir. Et mais oui, donc tout de suite l'histoire m'a intéressé parce que dès qu'on peut découvrir des choses qui sont un peu cachées, des faces cachées de ce moment de l'histoire, c'est intéressant. Après le film, je me retrouve tout à fait dans ce que dit Mathieu, c'est-à-dire que j'ai passé un bon moment, mais je trouve pas que c'est un très très grand film. Ce qui m'a un peu gêné, c'est tout ce que les scénaristes ont essayé de rajouter dans le film pour en faire un film, en fait. C'est-à-dire que le contexte en lui-même est intéressant. Ça aurait pu être un très bon docu-fiction pour relater un peu les faits. Et d'ailleurs, ça m'a fait penser à certains moments à un docu-fiction parce que finalement, il y
n'y a pas tellement de gros rebondissements. C'est surtout essayer de relater les faits au fur et à mesure pour arriver à la conclusion. Et du coup, c'est un témoignage de ce moment méconnu de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Et du coup, la manière dont les scénaristes ont essayé d'apporter une histoire pour en faire un film, c'est à travers les personnages, c'est à travers leur sensibilité, et c'est à travers notamment une forme d'histoire d'amour, finalement, comme apparemment John Maiden le fait régulièrement. Shakespeare in Il faut Love. juste resituer qui est John Madden. C'est le réalisateur du très mauvais Shakespeare in Love. Très mauvais. Ça, c'est. Une purge, les gars. Tu assumeras tes propos. Ah, je suis complètement. C'est une purge Shakespeare in Love. Excusez-moi. Pour ceux qui aiment machin, mais je déteste. Mais par contre, j'ai beaucoup aimé son film de vieux avec Maggie Smith. Moi, dès qu'il y a Maggie Smith, moi je suis un grand fan. Son film, Indian Palace. Non, le truc avec l'hôtel là. Indian Palace. Ouais, Mondarigold ou Ah non, j'ai Indian c'est que Indian Palace. Palace. Ouais. Y a pas un The Best nom Exotic Voilà. Marigold Hotel. Je savais qu'il y avait un truc gold. Euh, Voilà. Et ça, j'ai adoré de John Maiden. Ouais, bon, il y a Maggie Smith donc on peut que et Judi Dench donc forcément je ne peux que aimer. Mais non, John Maiden, c'est un peu une carrière un peu compliquée, je trouve. Il retrouve un second souffle maintenant depuis 10 ans, mais après Shakespeare in Love, je sais plus quel film qu'il a fait. Je me souviens plus du nom, mais c'était je crois que c'était avec Nicolas Cage, je crois. C'est une tannée. Il en a fait un. Il a fait Proof, que je ne connais pas. Mais juste après Shakespeare in Love, si tu peux regarder. Si, je l'ai. Là, c'est Capitaine Corelli. Oui, avec Nicolas Cage. Je te dis ça. Oui, avec Nicolas Cage et Penelope Cruz. Ouais, mais je ne connais pas C'est une celui-là. catastrophe. Si vous voulez entendre un Nicolas Cage en roue libre, pourtant je suis un grand fan de Nicolas Cage, hein, vraiment devant Faut l'éternel. regarder toute sa filmographie Oui, depuis de 10 ans, de toute d'office. façon. Mais là, ils ont tous des accents espagnols clichés, tu vois. On se foutait de ma gueule avec mon accent allemand. Là, non. Là, c'est non. Mais personne se moque de ton accent allemand tout pourri. Comment ça, on se moque de mon accent? On te demande non, juste mais d'arrêter, non. c'est différent. Et C'est tout. je ne le ferai peut-être plus. Mais bref, je t'ai coupé, Jérémy, dans ton élan, et j'en suis désolé. Mais après, voilà, je pense que c'était un exercice difficile. Voilà, clairement, je pense que dans les archives, il n'y avait pas spécialement de témoignages de ce que traversaient les personnages qui ont mené cette opération. Donc il fallait trouver une idée, il fallait trouver dans le contexte de l'époque de quoi ils pouvaient bien parler. Donc il y a une manière d'approcher les relations de mariage et amoureuses à travers la guerre, à travers ce contexte-là. C'est assez bien traité, mais c'est assez plat en même temps et assez classique et pas spécialement engageant. Ouais. Et du coup, ce côté scénario autre que relater les faits devait pour moi être à la hauteur pour en faire un très très bon film, et c'est malheureusement pas le cas pour moi. Et du coup, c'est ça qui m'a un petit peu déçu. C'est typiquement en fait la patte de John Madden de rajouter justement ces histoires triangle amoureux, ce genre de choses. Ouais, après, Ce personnage, Je veux dire comme dans Shakespeare in Love. dans Indian Palace, tout ça, il se focalise sur un traitement des personnages. Après que tout ça soit centré inintéressant, autour d'une mais- histoire d'amour, je vois pas du tout le problème parce que c'est ultra, ça va très très bien avec le contexte et c'était ultra présent à l'époque Ouais. où tout est amplifié, toutes les émotions sont amplifiées et des histoires de coups de foudre et d'amour et de déchirement de personnes qui sont séparées par les événements, c'est ultra classique et ça marche toujours très bien. C'est juste qu'ici, au final, ça n'apporte pas beaucoup, je trouve. Non, et puis en plus, c'est vrai que c'est bien joué, mais c'est joué à la British, en fait, c'est joué à l'anglaise avec beaucoup de retenue, tu sais, c'est beaucoup de classe, beaucoup d'élégance, du coup ça va Mais pas dans l'excessif. Mais je trouve que il y a quand même un personnage, moi personnellement, qui m'a, je n'irais pas jusqu'à dire qu'il m'a ému forcément dans le film, mais Kelly MacDonald, je trouve qu'elle joue quand même vraiment très juste. Elle est Moi. bien, Ouais, elle je est pense bien, que c'est le elle est personnage bien. le plus intéressant dans le Elle est film. bien.
Et surtout, bon, moi, c'est une sensibilité que j'ai personnelle, mais son timbre de voix, je trouve, fonctionne hyper bien dans le film. Donc, oui, vraiment. Elle a une super belle voix. Je trouve que comment elle la pose, en tout cas dans le film. Alors après, est-ce qu'il y a eu un retravail en backup, en post-production? J'en sais rien du tout. Mais je trouve que le résultat en VO était vraiment très intéressant à ce niveau-là. Il voit bien au montage. Vas-y, fais la sexy. Ouais, ok. Bah, je sais pas. J'en sais rien. Il y a le bouton sexy sur la. Et toi, JB, mais qu'en as-tu Lionel pensé? d'abord. Ah ben Lionel. oui. Mais on s'en fout de la vie de Lionel, là. Il raconte que toujours. C'est même pas ma vie que je vais raconter. Alors qu'est-ce que j'ai fait hier d'ailleurs? Je suis crevé aujourd'hui. Non mais moi je rejoins beaucoup ce que vous venez de dire, hein, vous deux, Mathieu et Jérém, dans le sens où l'histoire et le plot c'est super intéressant. C'est un intérêt comme ça d'une ruse en fait, d'une manigance menée par les Anglais pour pouvoir duper les Allemands. C'est toujours très intriguant et c'est captivant pour le film, mais effectivement on sent que ça suffit pas pour pouvoir en faire un film entier et que du coup tu vois en fait les couches rajoutées à travers ces histoires de triangles amoureux et qui sont des fois un peu pas pesants, mais des fois tu as l'impression un peu de t'égarer par rapport au sujet du film. Et même si je suis resté captivé par l'histoire pendant 2 heures quand même. Heureusement j'ai pas trouvé qu'il y avait trop de longueur. Du coup, moi j'ai pas trouvé ça. J'ai quand même regardé ma montre 2 fois moi. Ouais, moi une fois. Tu vois le truc. Mais c'est pas bon signe quand même, tu vois. Tu vois, Moonfall, on l'a pas regardé une fois. Moi je l'ai regardé beaucoup plus pendant le dernier James Bond, donc honnêtement non, ça va. Mais t'as gueulé aussi pendant le dernier James Bond. T'as râlé aussi. Il hurlait à côté de moi. Hurlait. Comment ça on boit de la vodka avec des flingues? Pas possible. Si, c'est James Bond. Oui, mais ça il faudrait que j'intervienne dans un prochain podcast. Il faut qu'on fasse une confrontation entre toi et Jérémy. Déception sur le dernier. On fera un hors-série spécial James Bond. C'est hors sujet. Et toi, du coup, JB, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, je sais pas si vous avez capté, mais je n'ai strictement rien dit depuis la sortie de la salle de cinéma. Non, effectivement. Et on te priera de continuer. Donc, Mathieu. Donc, je vais faire ma gueule. Merci, au revoir, c'était très bien. Eh bien, j'ai passé un très mauvais moment. T'as pas aimé? J'ai pas du tout aimé. Ah ouais. J'ai pas du Trop tout bien. aimé. On n'est pas d'accord. Ça y est, Donc, enfin. voilà, Il m'a bitché. Non, je veux pas. Oui, si. Ça va troller. Si, je vais troller un peu bitché. Non, mais en fait, je suis un immense fan des films de Seconde Guerre mondiale. Ce film m'a fait beaucoup penser à Imitation Game, qui est dans une thématique assez similaire avec Benedict Cumberbatch. Je l'ai pas qui vu. joue, bordel, le nom de Alan Turing, de ce gars qui a inventé l'informatique moderne. Ce génie. Et qui était Des chiffres Enigma surtout quoi. Oui, c'est ça qui a réussi à La machine allemande, tu me coupes Pardon l'herbe sous le Jean-Baptiste. pied. Mais non. Pardon Jean-Baptiste, je me tais. Mais non, pas du tout. Surtout pas. D'accord. Si, JB, vas-y. Tais-toi. Fais le taire. Et donc, j'ai trouvé la thématique assez proche. De base, j'étais super fan. Enfin, Sur le papier. sur papier, j'étais super conquis parce que justement, j'ai entendu des critiques très positives. Hugues Daillé pour ne pas en parler. Et dans 5 heures cinéma. Mais donc voilà, et il y avait John Maiden qui moi je suis assez moyen, mais il m'avait beaucoup convaincu avec Indian Palace. Après, Donc il faut dire que t'en attendais beaucoup. Ça peut jouer un peu. J'entendais pas beaucoup. Hein. C'est pas un Michael Bay par exemple. Je suis obligé de reciter Michael Bay à chaque fois dans chaque épisode. Bref, c'était pour le faire. Le point C'est pour la Godwin, blague. le point Bay, quoi. C'est incroyable. Tu Mais non, l'attendais pas j'attends- autant qu'Avatar 2, quoi. Oui, carrément. Avatar 2, je ne l'attends. le lance pas sur le sujet. Ouais, Ne le fais lance gaffe, pas parce sur que le là, je sujet. pourrais parler longtemps. Et si on commence ça, à toucher à d'ailleurs. James Cameron, je sors les griffes. Et non, en fait, pas que j'avais des grosses attentes. En fait, c'est le film que je m'attendais à voir, mais en moins bien. Je trouvais que le film a été très chiant, très long. Je trouve que la retenue anglaise que j'adore en temps normal, qui justement que dans le dernier film de Cumberbatch, La vie secrète de pas Walter Mitty, hein, ça c'est Ben Stiller, mais de Doctor Strange. Non, c'est un film qui est sorti au début d'année qui est C'est le dernier excellent. film de Cumberbatch, les gars. Juste vite fait, je vais rechercher le nom pendant que Sherlock Holmes. non, Sherlock La Holmes vie secrète de La vie extraordinaire de Louis Wayne que j'avais adoré, que j'ai vu en début d'année, que j'ai trouvé J'en ai entendu magnifique, parler, ouais. où c'est là tout le Peintre, cinéma. c'est ça? Ouais, c'est un peintre qui dessine des chats au début du siècle. Là. Mm. Et dedans, Cumberbatch est génial. Et le film est anglais, 100% anglais, jusqu'au bout des ongles. Et j'avais adoré ça avec le jeu à l'anglaise, la subtilité.
Là, la retenue, elle m'a gonflé. Vraiment. Je trouvais que le film, des moments, tombait dans un excès de dialogue, s'écoutait parler, tombait dans un excès de dialogue pour des dialogues. Et du coup, moi, ça m'a vraiment... J'étais spectateur, dans le mauvais sens du terme, où en fait, j'ai vu un téléfilm sur grand écran. J'ai pas vu je n'attends pas une leçon de cinéma, hein, c'est pas ça que j'attends de John Whedon. Au contraire, mais j'ai pas vu un film, j'ai vu un beau téléfilm. Après le docu-fiction, le téléfilm. Voilà, mais un truc avec Louis Labrocante, c'est ça en fait. Non, oui. Et après, il y a plusieurs sortes de téléfilms, plusieurs niveaux de téléfilms. Mais vas-y, tu veux dire quelque chose? Ouais, en fait, c'est intéressant c'est très intéressant ce que tu dis. Merci. Et c'est vrai que j'ai envie de prendre un peu la tangente du coup de ce que tu dis parce que moi, il y a un aspect qui je trouve est à mon sens, c'est un aspect qui, je trouve, respecte ce que devait être l'atmosphère en temps de guerre, à savoir que quand tu dis il y a de la retenue dans les personnages, ok, d'accord, ça t'a pas plu, mais comment il faut savoir qu'à l'époque, les mecs sont tellement mis sous pression, tu vois, ouf, que forcément il y a des moments où ils doivent, tu vois, avoir un sang-froid qui est permanent. Je suis d'accord. Ils peuvent à aucun moment ils peuvent perdre pied. Donc moi je trouvais que ça par exemple c'était pas un aspect qui était négligé dans le film. C'était bien transcrit effectivement. Et j'ai trouvé que c'était bien mis en scène quoi. Oui, alors les réactions. Je suis d'accord avec toi. Tu vois quand Churchill arrive, je vais pas spoiler parce que c'est le début du film, mais je pense que je peux. Quoi, il y a Churchill? Non. Bah oui, forcément vous vous attendez à quoi? Non. Mais non, tu viens tout gâcher. On arrête tout. Bon, ok, j'arrête. Non, vas-y, continue. Non, ce que je veux dire, c'est que par exemple, quand lui parle et on lui demande un peu son avis, on lui dit alors vous en pensez quoi de Mincemeat, etc. Bah moi j'ai trouvé par exemple qu'il a un côté qui est pas du tout détaché et je m'en foutiste, mais ce qui est dit, c'est court, c'est concis, c'est clair, c'est on va faire ça les gars, point barre, je perds pas pied, je suis dans le truc et l'ensemble des collaborateurs autour du personnage principal agissent, je trouve, de concert. Moi, j'ai pas trouvé qu'à ce niveau-là, il y avait du gâchis au niveau des dialogues. Non, il y a pas non, c'est pas ces moments-là. On en parlera plus tard. Mais non, moi, ce qui me dérange, c'est qu'il y a un excès de retenue. Alors, je suis d'accord qu'on est à l'époque en 43. Il y a un côté extrêmement, effectivement, sérieux. Ça me dérange absolument pas. J'ai trouvé que l'interprétation de Colin Firth, pardon, j'essaie de bien le dire, est vraiment... en fait, il est pour moi en mode mécanique. C'est-à-dire que j'ai toujours... Il est un peu robot, effectivement. Moi, je trouve qu'en fait, c'est un excès de valeur. Et c'est un peu toujours le cliché de Colin Firth. C'est le mec gentil qui est droit, que même quand il s'écarte pour faire une connerie, entre guillemets, et ben en fait, il reste méga valeureux. Il fout de valeur, le mec, tu vois. Et il est toujours... J'adore parce qu'il est classe, tu vois. Et c'est ce côté-là qui est excellent. C'est le bon daron. Mais je trouve que là, je trouve qu'il a pris un petit coup de vieux. Il a pris un coup de vieux dans le film. Il est un peu pâteau. Je trouve qu'au niveau de ses réactions, il est toujours assez réactif au niveau de son jeu. Après, c'est peut-être le rôle de ce côté classieux parce que le gars, il est un peu de l'establishment, d'après ce qu'on comprend. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, ce qui me dérange, c'est que c'est tout l'ensemble, en fait. C'est que même Rebecca McDonald, que je trouve excellente, on va en parler plus tard. Et là, je pourrais étayer vraiment mon argumentaire. C'est Kelly McDonald. Kelly McDonald, pardon. À un moment, ça c'est pas du tout un divulgachis, c'est qu'il y a un soldat américain qui a une espèce de petite bluette avec, on sait pas trop, il y a une espèce de rencard, à l'ancienne, tu vois, où genre il faut 15 000 rencarts avant de faire la chose. Là, le gars, il part le lendemain à la guerre, il lui fait un bisou sur la joue. Je peux dire que là, à ce moment-là, que ce soit retenu ou pas, je suis en chien à crever et j'ai envie que d'une chose, c'est d'aller non, j'ai eu exactement la même réaction que toi. Et je dis, oui, d'accord. Les gars, il y a une espèce de pudibonderie, ou en tout cas de pudibonderie, voilà, qui est latente. C'est ça, quoi. Qui du coup, alors que je trouve les gars, on est en intéressant- guerre en 1943. Non, mais ce que je trouve intéressant, oui, mais bon, quand tu vois, il y a d'autres passages où ça, il va franco du panier.
Ouais, mais la fameuse scène dont tu parles, oui, mais on est quand même dans d'autres aussi, Il y a deux moments où oui, parce qu'ils sont espagnols, c'est pour ça. Et puis on est dans une certaine classe sociale ici. Hein. Oui. Donc entre avec Kelly et lui, certes, il est. C'est une secrétaire, Kelly. Hein. Alors, oui, mais. C'est une typo. C'est une secrétaire parce que c'est une femme en 1943, mais elle a fait les études de typo ou quoi, machin. Elle vient probablement d'une bonne famille. Elle a quand même un putain d'appart à Londres ou quoi. Ça, c'est les films. Hein. Voilà. À Paris, ils sont tous vus sur la Tour Eiffel. Hein. Et probablement, vu comment il est à l'aise dans les soirées mondaines, l'officier américain, lui aussi, vient d'une certaine famille. Ouais. Donc, on ne montre pas ici l'interaction classique populaire entre un soldat américain et une londonienne. Enfin, je pense pas. On n'est pas du tout, effectivement. Mais moi, je trouve que ce sont des aspects qui, du coup, qui sont trop subtils, qui, du coup, moi, m'ont profondément gonflé. Et je trouve que les moments intéressants, il y a 2 moments intéressants dans le film qui m'ont catché. Et en fait, qui sont vraiment les faits de l'opération. Et je trouve que là, j'étais à fond dedans et j'aurais aimé voir plus de ça. Alors, je suis conscient qu'il faut toujours la petite histoire dans la grande histoire. Que forcément, pour faire un film, il faut faire entrer en empathie avec le spectateur. Mais moi, j'ai eu 0 empathie. Pareil pour le traitement du second qui est joué par le gars de Succession. Merde, j'ai oublié son nom. McFadden. Matthew McFadden, que j'adore d'ailleurs dans Succession, qui est moi un de mes personnages préférés dans Succession, la série. On y revient. Et qui là joue un bon lèche-cul, lieutenant lèche-cul. Qui s'impose quand même un petit peu dans son cercle. Le traitement de son personnage, je trouve qu'il est vraiment fait à la ramasse, où c'est un peu caricatural, un peu côté gentil, après un peu moins gentil, puis après gentil. Enfin, il y a un côté très caricatural dans certains traitements des personnages. Et je trouve qu'il y a trop de brodage pour l'histoire qui aurait mérité un traitement plus factuel en fait des événements, qui était, je trouve, le plus intéressant sur le côté espionnage. Et c'est là où je reviens sur Imitation Game, qui a plus ou moins une même trame, avec une dimension différente en plus, qui était le souci à l'époque de Alan Turing, qui était homosexuel et qui était traité. Et là, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont pas travaillées et pas traitées. Il y a des pistes, notamment une piste hyper intéressante qui arrive à la fin par rapport au personnage de Jean, donc la secrétaire qu'on parlait juste avant, qui du coup est complètement repoussée. Et en fait, tout ça mis bout à bout m'a fait trouver le temps très 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 long. Et je n'ai pas eu le cinéma. Et c'est pour ça que je parle d'un bon téléfilm dimanche soir que j'aurais été ravi de voir chez moi, mais que me déplacer au cinéma... je n'ai pas perdu mon temps du tout, hein, mais j'en sors un peu, voilà, un peu nihiliste. Ouais, en fait, tu l'as vraiment je te trouve un peu sévère sur le côté commenter les films. Je te trouve un peu sévère. C'était le film de luxe, hein, on n'est pas sur Joséphine Ange Gardien. Du HBO, quoi. Mais oui, HBO, tu vois, il y a quelque chose. Mais je te trouve dur sur Colin Firth. Sur son jeu. Il m'a désappointé. Moi je trouve que ça marche bien son côté. Je trouve justement que pour Colin Firth, le script n'était pas évident pour lui parce qu'effectivement, il transcrit très peu par la parole ce qu'il ressent, mais il y a très très souvent des plans de caméra sur lui où il se retourne, il réfléchit et tu sens son émotion. Non, mais il est excellent comme acteur, donc forcément il fait un tu sens sa situation. Il perd un peu son sang-froid au fur et à mesure des événements parce qu'il se passe à la fois par l'opération et à la fois par ce qui se passe plus personnellement. Et je trouve que rien que par son visage et ses regards, on comprend ce qu'il traverse, quoi. C'est pas un acteur qui va prendre la facilité au niveau de l'acting. C'est pas le mec qui, quand il a un problème, il va se mordre la lèvre. Non, mais dans le discours d'un roi, quelque chose dans le regard qui est quand même très fort. Dans le discours d'un roi où il est magnifique, il est exceptionnel dedans. Tu vois, moi pour le coup, je peux préférer largement dans ce film-là que dans le discours d'un roi. Moi, pour l'avoir revu le discours d'un roi, je le trouve gonflant et je le trouve. C'est ça que j'ai pas revu depuis sa sortie au ciné d'ailleurs.
Mais il était un peu facile. Je trouve que le jeu, ouais, voilà, c'est un peu la facilité. Et au niveau du jeu, je trouve qu'il y a de la facilité. Mais c'est vrai que pour comment rebondir un petit peu sur ce que tu disais, le côté effectivement retenu, etc. Ouais, il y a quelque chose qui ressort un petit peu du WASP, je dirais entre guillemets, du White Anglo-Saxon Protestant comme ça. C'est vraiment le côté on va pas vous montrer, on va vous montrer un petit bisou comme ça, mais on va pas aller plus loin. Et c'est vrai que ça, par exemple, oui, à plusieurs reprises, moi, ça m'a aussi un peu. J'ai trouvé que c'était un peu soft et je me suis même demandé. En fait, Oui, mais la non, retenue. je me suis vraiment dit, est-ce que c'est pas aussi, tu vois, une question de prod, mais là, j'y connais rien du tout. Mais non, De me dire, est-ce que la prod a été derrière en mode attention, parce que là, non, je pense que c'est chaud. une- On veut rien, on veut pas du tout Non, qu'il y ait un petit genou qui non, soit pas du trop tout. dévoilé Non, ou je ce genre pense de choses. Mais ça, c'est pas la prod, c'est la le- direction artistique, c'est John le Madden, ça, réalisateur c'est qui typiquement c'est sa mise en scène. C'est typiquement son genre de film. Tu regardes sa filmose, c'est typiquement son genre de film. Quoi. Et le C'est- fait qu'il mette un triangle amoureux, qui je trouve n'est pas à propos. Le triangle amoureux des trois personnages principaux, j'ai trouvé intéressant comment il l'a mis en place au début, mais la conclusion est décevante en fait. C'est même pas la C'est pas conclusion. traité en fait. Ouais, voilà, moi c'est le traitement aussi. C'est comment ça te traîne. Là où je te rejoins, c'est que tu sens qu'il y a eu ces différentes péripéties, ces différents axes qu'ils ont mis en place entre les personnages pour étoffer l'histoire en dehors de l'opération historique en elle-même. Et il y en a plusieurs d'entre elles, on n'expliquera pas précisément ici tout de suite lesquelles. Elles sont mises en place, elles sont posées, et où est-ce qu'elles vont, vers quoi elles nous mènent, c'est pas toujours très développé jusqu'au bout de leur potentiel, quoi. Puis ça finit juste avec à l'ancienne avec un texte qui est écrit. Oui, bon, ça on s'y attendait, hein. Ouais. Et Le aussi- côté ah oui, pourquoi cette opération était ultra importante. je voulais aussi dire que les références, parce qu'il y a Ian Fleming, Ah oui, on en parlera de ça. l'auteur de James Bond, qui a vraiment participé à l'opération, qui était lié à l'opération. Je trouve que les références James Bondesques, tout le temps, Elles sont forceps. Hein. mon putain de gonflé. Ok, alors j'ai appris d'où venait M, Q aussi. mais et d'où vient Q aussi, mais putain, Et tous les franchement, gadgets. parce que tous les trucs de c'était gadgets. pas nécessaire, tu vois. Donc je trouve que c'est des choses qui font un sortir peu du film. maladroit. Ouais, Ouais, ça fait sortir du film en fait du contexte, parce que du coup ça rajoute un côté méta qui n'a pas lieu d'être en fait, tout simplement. Tu sens qu'au niveau de la prod, on lui a dit tiens, il y a Ian Fleming, le mec qui a Ouais. fait. Pourtant, c'est MGM, James hein, Bond, ça serait sympa de C'est pouvoir faire des petites MGM, références. James Bond. Ouais. Donc voilà, donc franchement, c'était cool de le voir avec vous, c'est toujours un plaisir. Après, j'ai moins pris un kiff que vous, pour résumer tout ça. Et voilà. Donc ça va débattre du coup. Et du coup, on va pouvoir débattre en version spoiler. Enfin un podcast où on va pouvoir un peu se clasher, Se fighter. se fighter, en tout bien tout honneur, bien Mais sûr. avec douceur. Avec Toujours, et amour. tendresse. Et avec de la viande avariée. Est-ce que quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter sur cette partie sans spoiler? Sur cette partie sans spoiler, non, juste peut-être que rappeler, il y a déjà eu un film en fait en 56 qui a été fait par rapport à ça. Très bien, merci monsieur C'est, Anecdote. mais autrement, c'est pas. Il s'appelle comment il y a aussi un téléfilm d'ailleurs dans les années. Il s'appelait 90. comment Opération Mincemeat, Euh, tu vas me dire. The Man Who Never Was. The Man Who Never Ah bah Was. oui. Ouais. Basé sur le livre de Ewen Montagu. Et ouais. Donc Ewen Montagu, le fameux. Qui est le Donc, fameux- c'est intéressant. Donc, le personnage principal de Colin Firth aurait écrit un livre sur ouais. l'opération, quoi. En fait, c'est mentionné à la fin du film dans le générique que le film Que vous basé n'avez pas lu. sur un roman. Voilà, enfin sur le livre en fait. Putain, la caution vérité. Merci Mathieu. Voilà. On remet J'étais l'église là. au centre du village. J'étais là. Putain, il était là avec nous. J'étais là. Eh bien, Jérémy, un dernier mot. Oui, moi je dirais ne vous attendez pas au nouveau Darkest Tower. On n'est pas C'est exactement ce que. Ouais. on n'est pas à ce niveau-là. On en c'est parlait vrai. tout à l'heure. Ouais. C'est pas non plus The Joe 1917, c'est pas non plus Dunkerque, c'est pas le traitement de la guerre comme on pourrait s'y attendre. Alors oui, exactement. Il y a pas de choses forcément On très voit un spectaculaires. peu d'action et encore c'est vraiment à la fin et c'est vraiment tu sens que ça a été caché dans le noir. Enfin, Mais non, mais c'est ça. Mais après Darkest Tower, il y a, il me semble, aucune scène d'action Rien, non plus. zéro, nada. Il y a même, c'est même presque encore plus à huis clos que Opération Mincemeat.
Mais il y a une mise en scène et un traitement de l'histoire qui est beaucoup plus où il y a beaucoup plus de suspense, beaucoup plus d'intensité, où on sent, même si finalement le poids historique pourrait tout à fait être comparable en termes de conséquences, je trouve qu'effectivement, même si ça reste bien fait dans l'ensemble, on n'arrive pas à être subjugué par les événements et par l'histoire en elle-même. Et ça, c'était un peu dommage. Parce que Darkest Hours, en fait, il reste focus sur son sujet. Qui est l'opération militaire. C'est vrai, il ne s'égare pas trop. Il ne s'égare pas sur des sujets. sujets. Surtout, tu as Gary Oldman qui joue un Churchill méconnaissable. Extrêmement convaincant. Je n'ai pas parlé de Churchill avant, mais Golden moi, ce Globes Churchill, je ne l'ai pas trop aimé. J'ai préféré Churchill, joué par John Lithgow dans The Crown, saison 1. Il est très bon, ouais. Un Américain. Un Américain. Assez fou. Magnifique. Et là, je trouve que le Winston Churchill... Interprété par Simon Russell Beadle. Ok, merci. Mais j'ai trouvé non convaincant possible. Bon, ça va. Non, il m'a... Et au début, il fume une clope. Et ça, j'étais un peu énervé. Ah ouais. Enfin, moi, je vois avec un gros cigare après, mais ok. Ouais, après, il a un cigare, mais la première fois, il a une clope. Et il a aussi un petit chien qui n'est pas un bulldog anglais. Alors peut-être qu'il n'avait pas un bulldog anglais en 1940. C'est vrai, ça, j'avais pas pensé à ça. Il y a un petit caniche dans le film. Pourquoi pas, c'est possible. Et je voudrais tempérer un point quand même qui me semble un tout petit peu important. Alors, c'est vrai que il me le dit droit dans les yeux, les gars. Confidence sur confidence. Maintenant que j'y pense, en fait, allons sur les sofas. En fait, ça, c'est aussi un aspect qui est assez intéressant dans le film, c'est que on vient de vous expliquer que c'était pas un film où il fallait s'attendre à du spectacle, de fou, etc. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs fois dans le film où c'est mentionné que c'est un épisode, l'opération Mincemeat, qui traite d'une guerre de l'ombre, d'une guerre qu'on connaît pas, d'une guerre qui est pas connue par le grand public. Et c'est vrai que quand on prend un tout petit peu de recul, je trouve, par rapport à ça, le fait que ça soit un petit peu martelé entre guillemets dans le film, entre guillemets, hein, mais ça revient à plusieurs reprises quand même. Je me dis, ok, ça c'est peut-être aussi une volonté du réalisateur d'être là-dedans, de pas justement faire des caisses, de pas être dans quelque chose qui soit trop vibrionnant, enfin qui bouge dans tous les sens, tout ça. Donc c'est une figure de style, c'est de la rhétorique pure, c'est une figure de style, comme la voix off. La voix off est une figure de style. Qui est celle de Ian Fleming. Ian Fleming, oui, qui est celle de Ian Fleming. Ce que je veux dire par là, c'est que l'opération en elle-même impliquait à l'époque tellement de secrets que finalement, c'est vrai que dans le film aussi, il y a beaucoup de choses où on pourrait se dire ah ouais, mais ils auraient fait ça. En parlant du secret, pardon. Et en parlant du secret, ils n'arrêtent pas d'en parler à tout le monde de cette opération. Hein. Je suis désolé, mais il y a 15 000 personnes qui sont... Non, dans les cercles. Ouais, mais bon... Les gens qui doivent être dans la confidence, non, ils ont pas... Donc vas-y, continue. Non, en fait, c'était simplement ça que je voulais mentionner, cet aspect qui fait que si on se met dans ce cadre-là, dans le film, d'avoir affaire à quelque chose qui est effectivement de l'ordre du suspense, mais d'un suspense retenu, et de quelque chose qui doit vraiment rester secret, vraiment dissimulé, finalement, on est un peu... l'essence, finalement, de l'opération telle qu'elle a eu lieu, et je pense correctement retranscrite. Ouais. Ouais, je pense que ça revient aussi, ça me fait penser à ce dont on parlait tout à l'heure avec Jérémy en venant ici. C'est aussi un sujet extrêmement intéressant, mais qui n'a pas forcément matière à pouvoir être étiré sur un film de 2 heures. C'est quelque chose qui... Et c'est ça, c'est ce qu'on ressent dans le film, c'est le désarroi des scénaristes qui cherchent une manière de rajouter des choses autour parce que ça ne se suffit pas à lui-même. Quoi. Ils ont une pépite, ils le sentent, mais comment est-ce qu'on l'exploite? Et il y avait probablement moyen d'avoir quelque chose de plus dans l'axe de ce qui se passe et un peu moins pâteau, un peu moins classique. Et c'est vrai que c'est là où peut-être on s'y retrouve pas pêche, trop. Ouais. Après, c'est bien traité. Il faut avouer quand même que John Madden, il le fait juste, bien. Hein, c'est juste. C'est bien fait, mais c'est juste que est-ce que c'est vraiment la peine d'en mettre autant dans ce genre de film? Et surtout de se focus sur ces aspects-là à côté de brodage, alors que justement, le focus sur l'opération en tant que telle était déjà, je trouve, vachement intéressant. Et quand il va sur l'opération en elle-même,
ça fonctionne. Mais encore une fois, moi, je suis tout à fait pour y accrocher une histoire d'amour. Ça, c'est pas un problème. À partir du moment où tu ajoutes à ça un traitement qui te fait réfléchir sur nous-mêmes, sur nos relations, sur nos sentiments, parce qu'il amènerait une manière de réfléchir à la relation dans des moments comme ça à laquelle tu n'avais pas pensé jusque-là. Et ici, c'est pas le cas. L'éloignement des couples, on ne se sent pas concerné, effectivement. Ça reste vraiment huis clos chez eux. Enfin, effectivement, c'est vrai. Okay. Très bien. Concluons cette partie sans spoiler et allons directement à la partie spoiler. Et voilà de retour pour la partie spoiler. Et comme d'habitude, on enchaîne tout de suite avec Lionel qui fait un erratum. Comme d'habitude, il n'y en avait pas la dernière fois. Ouais, mais t'as lancé le bazar, mec. Assume maintenant, assume. Tu sais quoi, la prochaine fois, t'auras un jingle. J'aurai un jingle ? Ouais, la prochaine fois, t'auras un jingle. Un jingle tout pourri, parce que c'est tout ce que tu mérites. C'est gratuit, ça. Voilà, peut-être que ce sera ça le jingle en fait. C'est tout ce que tu mérites. Je vais mettre une petite musique derrière, ce sera ça. Salaud. Non, donc le dernier film qu'on a chroniqué, c'était The Northman de Robert Eggers. Et il y avait juste 2 petits points sur lesquels on a dit de la merde. Non, on n'a pas dit de la merde, pas du tout. Je trouve que c'était même très intéressant tout ce qu'on a pu dire. Tout à fait d'accord avec toi. Oui, je suis tout à fait d'accord avec toi, Lionel. Non, c'est juste qu'à un moment, on a un peu réitéré les propos qui pouvaient être dits par l'acteur principal, sa fameuse phrase I am vengeance. En fait, on l'a mal dit. En fait, la vraie phrase du film, c'est I will venge you, father. I will save you, mother. And I will kill you for comment est-ce qu'on dit ? Fjornir. C'était juste ça, c'était remettre la phrase correctement comme elle avait été dit. Bon, tu vas d'abord aller reprendre des cours d'anglais. Voilà, exactement. Non, ça c'est du danois là c'est du danois. Fjornir. School of Instru. Je connais. Non, et une autre petite chose, c'est juste un moment, on a parlé des inspirations du film. Ouais. De Robert Eggers par rapport à ce qu'il a inspiré pour faire ce film. Et c'était moi en l'occurrence à ce moment-là qui parlait de Spartacus et de Conan le Barbare. Oui. Donc, Conan le Barbare en fait était la bonne référence dans les extrêmes en fait. D'office. Mais Spartacus non. En fait de ses propres dires, en fait lui il voyait plus son film entre alors je sais pas si vous connaissez, moi je le connaissais pas. Ah si le réal oui mais le film non. Andrei Roublev de Tarkovsky et Conan le Barbare. Et pour la petite histoire, en fait, Andrei Roublev, c'est l'histoire. Donc c'est un film en fait qui raconte l'histoire d'un moine peintre russe du XVe siècle qui se fait crever les yeux parce qu'il a signé une de ses peintures, ce qui ne se faisait pas à l'époque. Et donc, donc on revient dans les côtés un peu mysticisme et des choses comme ça. Voilà. On avait parlé de Spartacus, je me souviens plus de ça. Il y a eu la référence qui a été sortie, qui n'était pas la bonne. Donc voilà, pour remettre les choses dans l'ordre. Eh bien merci. Lionel. Donc voilà, fin de la chronique Eratum dans ta gueule. Voilà, tu fais bien de faire une petite transition. Il n'a que ce qu'il mérite. Merci. Carrément. Merci. Bon, maintenant allons-y gaiement. Spoiler. Dépotons tout. On a gagné la guerre. Qui veut commencer à parler un peu en profondeur et en détail des choses ? Je sens comme une petite mollesse. Mais non, en fait, je repensais juste, on n'a pas mentionné, on n'a pas trop parlé de la cinématographie dans la partie non spoiler. Ouais. C'est pas ouf. Non, c'est pas ouf. La réal, tu veux dire Non, oui. Photo. La photo et la photo est belle, je trouve. La photo est tout à fait correcte. Tout à fait mais correcte. elle dépasse pas. C'est ça, l'ambition des mouvements de caméra et autres est assez banale. On est télé. Et j'ai même trouvé qu'il y avait des maladresses à différents moments. J'ai détecté à un moment donné une scène où on a Jean et Ewan qui parlent dans la rue. Et à un moment donné, Jean se retourne vers Ewan pour lui répondre. Et c'est un moment où la conversation est censée switcher vers un moment un peu plus intense. Et on passe sur une sorte de chant contre chant. Et quand on est sur Jean, elle termine de dire quelque chose. Et puis elle se retourne et
part. Un demi-tour, tu veux dire? Elle fait demi-tour, pardon, oui. Et elle part. Elle avait oublié le pain. Elle avait oublié le pain. Voilà. Et elle marche. Et on a, dans le plan de caméra, on a l'impression que du coup, elle s'éloigne, elle quitte Ewan et que lui, il va dans l'autre sens. Et en fait, lui, il rentre dans le plan et il la suit. Et en fait, c'était juste pour montrer. L'idée du scénario, c'était juste de dire qu'ils sont arrêtés à un moment donné parce que la conversation monte d'un cran. Et finalement, ils continuent à marcher. Mais ce genre de scène, généralement, on montre un plan plus large. Bon, un plan plus large, ça veut dire parfois un peu plus coûteux parce qu'on doit s'occuper un peu du décor et de l'arrière-plan et de faire en sorte que ce soit logique. Mais là, il reste sur le même plan serré. Elle sort et lui, il rentre dans le champ. Le plan veut donner l'impression qu'elle elle s'éloigne et donc elle décide de le quitter là, à ce moment-là, dans la rue et de ne plus lui parler à partir de ce moment-là. Mais lui, il rentre dans le champ et en fait, ils continuent leur chemin. Et donc, ça donne une certaine intention au spectateur qui n'est pas celle du scénario. Et il y a plusieurs moments comme ça. Tu as parlé, Lionel, aussi. Il y a ruse en fait sur l'intention. Il y a une ruse. Il y a plusieurs moments comme ça où on est un peu désarçonné et on est un peu déséquilibré par ce que veut nous montrer la cinématographie par rapport et qui est pas du tout en adéquation avec le scénario. Ouais. On a ça aussi. Ça montre la maladresse en fait. Pour moi, ça montre la maladresse de ce traitement de cette histoire parce qu'en fait, c'est une non-histoire d'amour où, ok, moi ça me dérange pas ce côté rouge et le noir, Julien Sorel, Madame de Nerval, où ils sont amoureux mais se le disent pas. De quoi? Ils sont amoureux mais se le disent pas. Le rouge et noir. Le rouge et le noir de Stendhal avec Julien Sorel et Madame Ah de oui, Nerval. oh punaise, d'accord. Excuse-moi de sortir des grosses références littéraires de malade. Hein. Non mais tu passes de Michael Bay à Stendhal, mec. Ouais, excuse-moi quoi. Faut s'y faire. Arrête de lire la biographie des L5, mon gars. C'est tout, quoi. Il y a autre chose Très bien les L5. Putain les gars, j'essaie de relever le niveau. Mais dans le sens que ça montre une faiblesse. Au début, il devait s'appeler Monochrome. Je te le rappelle quand même. Ça montre une faiblesse du traitement de cette histoire d'amour qui est, franchement, je suis désolé, mais qui était une bonne idée au départ de ce triangle amoureux avec Matthew McFadden, où justement lui qui est à fond sur la gonzesse et qui l'invite dans le groupe d'espions et qui au final se fait griller la priorité par Colin Firth. Mais là, tu vois, ça montre la faiblesse du scénario et que du coup, même dans sa réalisation, dans sa mise en scène, rien n'est clair. Et moi, c'est ça qui m'a dérangé tout le long, tu vois. C'est que c'est des amorces de quelque chose et pour au final arriver sur rien. Oui, et qu'une non-histoire d'amour, tu vois, à rigueur, je préfère voir avec The Mood for Love pour une non-histoire d'amour. C'est une notion aussi qui se défend d'avoir un peu une situation d'amour impossible. Mais oui. C'est clairement ce qui arrive dans mais c'est intelligent. C'est plat. Non, mais c'est intelligent de faire ça, mais c'est plat. Merci. C'est d'une platitude. Oui. C'est très gentil en fait. C'est réaliste quoi. Ouais. Mais après, je vous rejoins en tout cas sur un peu plus de tension. Moi, je vous rejoins sur le fait que, enfin, c'est Jean-Baptiste qui disait ça dans la première partie sur le fait que toute la dimension espionnage véritablement, donc ce qui est vraiment le cœur de l'opération Mincemeat a pas été exploité comme il l'aurait peut-être dû l'être. En tout cas sur un film qui fait 2 heures, du coup. Parce que il y a un côté très léger en fait. Exact. C'est la guerre tranquille quoi. C'est la guerre tranquille. C'est gentil. Mais ça reste très gentil. En même temps, ça a vraiment tellement été un coup de bluff que c'est un peu quelque chose qui a été. C'est pas ça le problème du coup de bluff. C'est le fait que que la guerre, la guerre ne fait pas mal, tu vois. Normalement, en 43, tu as les attaques des nazis sur le Blitz de Londres. À aucun moment c'est joué. On voit juste des comédiens, des figurants passer avec des lampes de poche la pour pas se faire griller. C'est juste que c'était tourné pendant le Covid et donc du coup il y a la pauvreté en fait de l'univers, du lore. Je l'ai senti tout le temps. C'est pour ça que c'est que les intérieurs où les extérieurs sont de nuit avec des personnes qui passent avec des lampes de poche. Ok, bon, il y a le Covid. Ça, c'est une question de budget. Oui, il y a le Covid. Il y a le Covid. Avoir plus de destruction, choses comme ça. Non, mais tu vois qu'il y a une menace, tu vois, que je sais pas, leur QG est bombardé, qu'il y a cette menace de l'allemand qui est à la porte, comme tu vois, le fait que la gonzesse de Colin Firth se barre aux États-Unis parce qu'il la met loin pour la protéger. Aussi, ça l'arrange parce que son mariage est foireux et que il lui dit c'est une connerie, une ineptie en disant moi je suis un romantique. Moi le mariage ça se bonifie avec le temps et que sa femme lui fait une espèce de morale en disant oui mais tu sais moi je me sens moins amoureuse. Ok, soit, mais c'est pas traité après.
Tu vois, on a juste le coup des lettres qui viennent chez la vieille, mais c'est tout. Non, mais si on commence par le début, faisons les choses bien. Effectivement, c'est ça commence. Mathieu est en PLS. Donc la vieille, c'est Penelope Wilton, qui est excellente d'ailleurs. Est connue pour Downton Abbey, vieille. Qui s'est révélée dans Downton Abbey pour jouer la belle-mère. Encore la vieille. Bah oui. Et qui joue assez bien ici le rôle de Esther Leggett. Pour moi, c'est plus au niveau de l'acting. Elle est bien, puis elle a ce côté pudibonderie, tu vois. Elle a le côté pudibonderie cool, tu vois, qui apporte un aspect pudibond. C'est la caution un petit peu qui dit un peu les choses qui ne sont pas dites à travers les gens, quoi. Ouais, mais elle sert de elle fait le relais, effectivement. Elle fait le relais du scénario au spectateur. Petites choses comme ça, ouais. Elle fait le relais du scénario au spectateur. C'est juste ça son rôle. Exact. Mais moi, pour en revenir, dont on parlait justement de ces fameux sujets qui n'ont pas forcément été abordés, moi, il y a quelque chose que je regrette beaucoup, c'est... D'ailleurs, on n'a pas encore parlé de cet acteur, c'est John Isaac, celui qui joue en fait c'est quoi, c'est un colonel, le lieutenant, celui qui est au-dessus en fait de Ewan Montagu. Oui, génial. Qui joue le rôle de l'amiral. Qui joue le rôle de l'amiral, voilà, qui en fait joue le rôle de M. Qui joue le rôle de M. Ouais. De M, voilà, exactement. Dont on apprend la signification de M à ce travers. Mais tu peux le dire, tu peux balancer cette information. La signification qui est M veut dire mère en fait, Mother qui lui cassait les couilles à Ian qui vient de la mère de Ian Fleming, qui était apparemment extrêmement pénible. Voilà. Et en fait, moi, c'est quelque chose que je regrette énormément, c'est cette confrontation en fait qu'il a dû avoir. Elle a dû être, j'imagine, dans cette mission, elle a dû être énorme en fait, puisque les mecs ont eu des bâtons dans les roues par rapport à cet amiral pendant toute la création, pendant toute la mise en place. Et en fait, tu le vois très rarement. Là, ça doit faire probablement plus partie du roman que de la réalité. J'imagine, ouais. Mais là, je suis d'accord, je te rejoins totalement. J'ai trouvé, moi j'adore Jason Isaac. C'est énorme cet acteur. C'est un acteur génial. C'est très. Il faut juste reciter quelques films de lui. Alors, il joue notamment le général, la maréchale Yukov dans La mort de Staline. Voilà. Exact. Et dans les Harry Potter aussi. Le père Malfoy. Ouais. Et c'est le Dracula dans la dernière... Harry Potter. Et il joue également l'officier anglais horrible dans The Patriot, de Roland Emmerich. Exact. Ce cher Roland, que l'on salue. Et c'est dommage, il joue toujours des rôles de grands méchants, lui. Ouais, on aimerait bien le voir dans des rôles un peu plus... J'en avais vu un d'ailleurs avec lui en grand méchant qui est, je sais pas si vous l'avez déjà vu, c'est Cure for Life. Ah non, qui est lent à mourir, qui est chiant, mais qui est quand même... Attends, je vais te dire tout de suite. Mais qui est... plutôt intéressant quand même, mais putain, il faut tenir la barre pour pouvoir le voir jusqu'à la fin. J'ai chopé, mais exactement, Verbinski. Ouais, j'ai chopé, mais j'ai du mal à m'y mettre. Ouais, mais faut prendre du temps, faut se consacrer un bon petit moment. Mais ce que j'ai trouvé dommage du coup avec le traitement de l'amiral, c'est que c'est très manichéen. Depuis le début, il déteste le personnage principal, le personnage de Ewan Montagu, pour des raisons qu'on ignore un petit peu, qui sont ensuite révélées. En fait, très vite, il veut effectivement mettre des bâtons dans les roues des personnages principaux, et en fait, il n'est là que pour être un obstacle, vu que les Allemands ne peuvent pas être directement intégrés comme les grands méchants, puisqu'ils sont trop lointains, et pour des raisons historiques, le milieu de l'espionnage allemand n'est pas assez présent sur le territoire anglais. C'est ce qui a permis probablement aux Anglais d'arriver à leur fin. C'est que à Londres et en Angleterre en général, la surveillance et le traitement de l'espionnage de l'ennemi a été extrêmement bien traité, et du coup il y avait très peu de combats des Allemands à l'intérieur du territoire anglais. Du coup, il fallait bien trouver un grand méchant dans cette histoire. Et le grand méchant, c'est l'amiral qui décide comme ça depuis le début sans qu'on comprenne trop pourquoi. Lui, il est persuadé qu'il y a plein de communistes autour de lui. Déjà, c'est la fameuse parano des communistes. Mais on pourrait supposer en fait cette petite anicroche avec Ewan et son équipe en fait par rapport à la première réunion en fait. La première réunion en fait où justement Ewan et l'autre, je ne sais plus comment il s'appelle déjà, celui qui joue à Charles, le moustachu, qui a une très belle moustache d'ailleurs, il m'a donné envie de porter la moustache ce mec-là. Non, on ne fait jamais ça. Elle est énorme, c'est la moustache de Flanders. Elle est incroyable. Oui, mais ça ne tirait pas bien. Ah si, ça et je l'ai déjà porté, sache-le. Mais non, mais c'est dès cette première réunion où on sent que en fait eux sont en fait téléportés dans cette mission, et dès le début en fait lui expose son plan, l'amiral expose son plan qui est très militaire, vraiment
grossier, vraiment on va le faire comme ça et ça va passer. Et eux commencent à être plus subtils, à vouloir amener justement ce scénario du corps mort qui va être retroupé. Donc cette fantaisie énorme, d'ailleurs Churchill le dit, c'est de la fantaisie, ça n'a rien à faire là. Et si, du coup, au contraire, il est pour la fantaisie. Ah oui, non, c'est vrai qu'il est pour la fantaisie. Non, Oui, c'est c'est l'amiral qui Churchill comprend très vite que pour pouvoir duper les Allemands, il faut avoir cet esprit créatif de duper par la ruse de la ruse de la ruse. Ouais, Donc, vraiment aller chercher le truc le plus fou que voilà le plus tordu en fait. Là où d'ailleurs et on ira encore plus loin après. Pour que les services de renseignement allemands se disent que jamais l'ennemi ne penserait à faire ça. Exact. Du coup, c'est forcément. Et pour lui, c'est impossible en fait de pouvoir mettre sur pied une telle mission et que ça ne marchera pas. Et donc, je pense que ce à quoi le caractère de l'amiral ne répond pas du tout parce qu'effectivement, il a cet aspect beaucoup plus cadré, beaucoup plus classique. Salaud, cet amiral. Mais oui, mais du coup, comme tu le dis tout de suite. Comme tu le dis, la réalisation met en avant le fait que c'est le grand méchant, machin, et donc il y a très très peu comment dire, il y a pas beaucoup de différentes couches d'interprétation sur le personnage. C'est juste quelqu'un qui est il a un range en fait. C'est un gars foireux qui est arrivé là et qui sert juste d'obstacle aux personnages principaux. Donc est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a peut-être une erreur en termes de peut-être direction des acteurs c'est le en fait, nous, de ce qu'on dit depuis le début au niveau de la direction artistique, nous c'est ce qui nous dérange de toute façon. C'est cette direction artistique qui est prise par John Madden. Je sais pas si j'ai le droit d'en parler. Mais je sais, c'est ma gueule. Arrête. Oui, non, mais Lionel, arrête de faire ta victime. Non, mais Jean-Baptiste, je veux qu'il me dise quand est-ce que j'ai le droit d'en parler. Je précise juste un truc par rapport à tout ce qu'on dit, c'est que parce que le plan des Anglais, c'est de faire croire aux Allemands qu'ils vont débarquer en Grèce et non en Sicile. Exact. Donc voilà, c'est juste pour bien dire. Et du coup, l'amiral... Parce que Mincemeat est une petite île en Grèce à côté Oui, tout à fait, c'est bien connu. Parce que justement, l'amiral, lui, est chargé de la contre-communication pour faire croire aux Allemands que l'Angleterre va débarquer à un autre endroit, débarquer forcément, mais à un autre endroit, et donc du coup faire déplacer les troupes allemandes, et du coup ils ont créé une fausse branche de l'armée, la 12e armée, avec 12 escadrons, pour justement faire croire que cette 12e armée va débarquer quelque part en Europe, mais surtout pas en Sicile. Parce que c'est là, apparemment, parce que justement les Allemands sont aidés avec les Italiens, avec le Duce, et donc du coup sont du côté de l'Axe, et donc du coup il faut un peu libérer le territoire. Donc voilà, maintenant... Tu fais pas l'accent italien Pardon ? Tu fais pas l'accent italien quand tu... Si, on arrête de le lancer sur les accents, s'il vous plaît. Je voulais voir s'il rebondit. C'est encore plus catastrophique que précédemment. T'as vu comment c'est facile un peu. Le allemand, c'est facile à faire et on a le droit. Alsacien. Mon Dieu, quelle répartie je mets. Mais Mathieu... Bon, on sait maintenant qu'on va jamais aller voir un film belge, sinon ça va être une catastrophe. Ouais, voilà, exactement. Pourtant, c'est les 30 ans de Star Trek. On a rigolé sur le... Là, il y a le Cinévox au début de la séance. Oui. Sur La Ruche. Le film belge. Oui, là, oui, avec l'actrice principale qui présente le film. Ça a l'air belge. Ça a l'air très belge, ouais. 3 enfants avec une mère bipolaire. Débordée. Ludivine Sagné qui est droguée. C'était elle, oui, je me disais bien que je la connaissais cette actrice. Effectivement, d'accord, c'est elle. Oui, effectivement, dans la scène sur le lit, là, elle est assez. Ouais, ça a l'air coton. Ok, c'est bien, on a compris. Mais donc, Mathieu, qu'est-ce qui t'a dérangé ? Il y a un moment où tu ne pouvais plus te retenir. Oui, ça bougeait dans le fauteuil. Je l'ai senti. Nouvelle que je voudrais introduire, ou alors qu'il ne sera introduit qu'une seule fois. Serait-ce une nouvelle chronique ? Serait-ce une nouvelle chronique ? Une nouvelle rubrique. Pourrais-tu prendre ma place, salaud ? Non. La rubrique La beauté. Alors, cette rubrique je traduis, la rubrique La beauté. La rubrique La beauté. Alors, vous vous rendez pas compte, mais nous, ça fait 1 heure qu'on l'entend. Non, mais oui, oui, évidemment que ça fait 1 heure, parce que c'est mon expression favorite du moment, depuis plusieurs mois. Bref. Toujours est-il que moi, il y a certains aspects, je trouve, dans les films qui sont importants, et c'est les aspects vestimentaires. Hein. Et voilà. Hein. Ouais, on n'a pas besoin de bosser chez Chanel. Ou très important dans un film historique comme celui-là. Exactement. Il faut dire aussi que tu ta tenue, il faut commenter ta tenue, où tu es venu avec une veste de costard, un petit t-shirt marqué Polo Ralph Lauren. Non, Polo
Alf Loren. C'est-à-dire Alf de Alf, Alf. Alf moitié comme moitié en anglais. Pas comme Alf l'extraterrestre. Non, pas comme Alf l'extraterrestre. Un t-shirt Alf Loren. Alors, Salut, c'est Alf. des gens qui le... Belle imitation, Lionel. Si des gens qui sont intéressés, je peux vous fournir les coordonnées du type qui fait ça. Est-ce que tu as un code Il promo? bosse pas pour Ralph Lauren. Allez, viens-en au fait. Et il a un code promo en plus. Et il a pas de code promo, voilà. Et donc j'en viens au fait pour cette chronique. La beauté, c'est que On vous avait prévenu. On vous avait prévenu. Vous avez vu ou Désolé les gars. Vous n'aurez que Et ça. on lui a demandé de retirer loin du micro. C'est la seule et unique fois, je pense, que je pourrais le faire. Donc voilà, je continue. Donc Jean, qui est le personnage, en fait, un des personnages principaux, qui est incarné par Kelly MacDonald. Kelly MacDonald, merci, porte à un moment dans le film un chemisier Très saillant. blanc, mais avec des petits personnages qui sont brodés dessus, alors qu'on vient de me remettre le micro dans le bon axe. Mais Merci beaucoup, Jérémy. Et comment tu les trouves ces petits personnages? Alors, Comment c'est tu des les trouves? personnages. Alors, je pense que dessus, il y a un monsieur, il y a une madame, il y a un espèce de jockey sur son cheval. Enfin bref, je me suis dit, mais quelle incohérence, mais qu'est-ce que vient faire ce chemisier que je trouve absolument dégueulasse C'est peut-être un sur polo. ce personnage qui a vraiment la classe pendant tout le film, qui est ultra sapé avec des tailleurs et tout, trop bien sapé. Le petit, à un moment, elle a autour du cou, elle a un petit lacet là et tout. Enfin, franchement, elle est au top du game. Et elle vient avec ce petit chemisier tout pourri qui sort de chez Jacadi. Enfin bref, j'ai pas compris. Mais moi, j'ai vraiment... C'est le chemisier tout froissé. Ah là. mais non, oui, mais elle est en train de faire sa valise. Et puis, Elle en a fait, même pas je fait le pense que c'est repassage. moment- Tu te rends Ouais, compte, ouais. tu te rends C'est une compte. femme et elle s'est pas repassée. Vous rigolez ou quoi? Non, elle doit faire L'erreur historique. ses adieux à Ewen, et puis elle est toute chamboulée. Elle dit ah non mais je vais devenir opératrice, je vais devoir aller au fin fond de la Roumanie et je vais faire Non, du elle bon va aux boulot. États-unis. Ah, c'est aux États-unis en Aux plus. Ah, ok. États-Unis, hein, c'est pas. Quand même, c'est les Ok. États-Unis Elle va d'Amérique. tout hein. rire. Elle va jouer les opératrices. Et alors, est-ce que c'est parce que le réalisateur s'est dit bah À cette époque-là, c'est pas le moment d'aller en Roumanie Ouais. pour le coup. Oui, c'est vrai. Mais Il y a après pendant au moins 50 ans. hein. c'est vrai. Mais toujours est-il que c'est peut-être que le réalisateur s'est dit ah mais on va lui faire porter un truc absolument dégueulasse. C'est son départ, ça se passe pas bien. Il faut qu'elle soit mal sapée. J'en sais rien. Mais là, moi, ça a été vraiment le point de non-retour. Vestimentairement parlant, c'est pas possible de s'habiller avec un chemisier pareil. On est tous avec C'est toi, un Mathieu. fashion là-dessus, faux pas. mais ouais. Merci pour cette rubrique. Une étoile en moins sur le film pour ça, je suis d'accord. Mais moi, tu vois la scène de Colin Firth en pantacourt avec les crocs à un moment quand il marche dans la rue, ça me dérange pas. enfin, Évidemment, ça va, ça évidemment passe, qu'il quoi. raconte n'importe quoi. Le jeu ce d'acteur est Lionel. tellement impressionnant Évidemment, que du coup, il raconte n'importe quoi. Mais Les tu, crocs tu, n'existent tu pas. parlais de l'actrice Kelly MacDonald dès que tu disais sa voix, il y a quelque chose de Ouais. très, Ah ouais. de très touchant. Très belle voix. En fait, c'est une actrice écossaise. Et donc, Ah, elle a bah, un c'est accent ça. très très fort dans plusieurs de ses films et séries. Elle utilise son accent maternel. Et je pense que ça ressort un petit peu encore aujourd'hui. Et du coup, il y a une forme d'exotisme, quelque chose, en tout cas pas de londonien, qui passe bien, quoi. Donc c'est pas elle qui fait la pub pour William Lawson. No rules, great Scotch. C'est pas elle qui fait ça. tu A me priori, non. Alors Mais là, c'est- Mathieu, on vient de capter en 2 secondes que t'es un gros beauf. Bah évidemment, mais comme toi t'as fait des imitations dégueu, d'accent tout pourri, moi j'étais obligé de faire une pub toute pourrie avec un accent tout pourri. Mais évidemment. je profite de parler de cette actrice pour parler d'une série que j'ai beaucoup aimée, une série Netflix, il me semble, qui s'appelle Giri Haji, qui est une série policière qui est sortie il y a 2-3 ans sur Netflix, qui parle d'un policier japonais qui doit enquêter sur une affaire de Yakuza à Londres et qui rencontre Kelly MacDonald à Londres et elle a son accent écossais et qui est extrêmement charmante et qui joue très très bien. Et c'est là où je l'ai découverte et j'étais presque déçu de ne pas avoir son accent maternel dans ce film parce que c'est toujours très agréable. Bah, merci pour la ref, Jérém. quoi. Putain, mais cette Mais série, elle est les Écossais sont bataillon. cool. hein. Franchement, les Écossais sont cool. Bah, écoute Lionel, il y a des gens, ils ont de la culture et d'autres, ils en ont pas. Ouais, c'est tout. Il y en a, ils ont des erratums. Ouais, Giri Haji, je vous conseille. C'est une série. je vois, je regarde C'est là, une série, je- comment on dit, limitée, non une oui, mini-série, ouais, d'une seule saison, et c'est très bien. Anthologie. Comment tu dis renouveau, s'il te plaît? Giri Haji. Haji, ouais. Hadji, ok, d'accord, j'irai voir. Mais Et on va se passer de dire le nom des acteurs parce que c'est pas facile à dire. donc, c'est Ça va vite devenir raciste cette histoire. on va avoir des procès au cul. hein. On va avoir des procès. pas aidé. Attention, les petits cartons rouges vont tomber d'ici peu. mais voilà, moi, j'avoue que
Il y a un moment où j'étais capté par le film, c'est quand on est dans l'opération avec toute cette partie espionnage, au moment où ils balancent le corps, où ça arrive en Espagne, parce qu'ils doivent le mettre dans la baie de Cadix. La belle de Cadix. J'étais prêt à le faire au cinéma, mais je l'ai pas fait. Ah merde. Tu pouvais le faire là avec moi. Mais oh putain. Ouais. Et du coup, je trouve que là, à ce moment-là, tout le côté, cette partie-là, espionnage, où il faut que la mallette, parce qu'en fait, dans l'opération Mincemeat, il faut bien réexpliquer de quel est le but de l'opération. C'est-à-dire, c'est faire un faux mort, entre guillemets, prendre un mort, un noyé, le faire échouer sur la plage de Cadix et mettre des faux documents faisant croire que ils sont encore bons à lire en fait. Ils sont bons à lire et qu'en fait ils vont débarquer en Grèce. Donc il faut intoxiquer l'ennemi. Voilà, il faut bouillave le nazi. Fuck news. Et donc du coup, donc ça c'est tout l'enjeu de l'opération. Et moi je trouve que le moment où en fait le corps est balancé depuis un sous-marin, déjà au tout début du film, j'ai dit à Jérémy, mais il n'a pas retenu. J'ai fait putain, il y a des sous-marins, il y a des sous-marins, il y a des sous-marins. Moi je kiffe les films de sous-marins. Tu kiffes donc U571? Non, pas celui-là. On va plutôt dire un John McTiernan plutôt. Non, mais USS Alabama, je kiffe bien. Et Octobre Rouge. Das Boot, qui est magnifique. Das Boot. De Wolfgang Petersen, la version de 3h40, s'il vous plaît. Et forcément, un certain film de John McTiernan, dont je n'oserais pas citer ici, parce que c'est tellement obvious. Mais il y a aussi un bon film français, enfin, un moitié bon film français, c'est Le Chant du Loup, qui était très bien. Un peu déçu, mais bien. La fin était décevante et Omar Sy est catastrophique, mais c'est pas grave. Mieux que La Boîte Noire. Voilà, je l'ai placé. Putain, mais clairement, mec, La Boîte Noire, c'est une catastrophe. J'ai détesté ce film. Je me suis endormi. Mon Dieu, vous êtes vraiment sévère. Ah mais non, Boîte Noire, c'est une catastrophe. Ça fait du bien de voir des films comme ça, mais bon. Non, ils peuvent s'en passer, franchement. On tergiverse. Mais revenons à nos moutons. Et comment vous, justement, vous avez pu percevoir cette partie, justement, action? C'est pas de l'action, hein, c'est de l'espionnage pur, où justement, on vient dans le corps de l'opération, quoi. Je veux dire, ce moment fantastique où en fait tu as des coups de téléphone sur des lignes non sécurisées, avec des écoutes, avec justement ce moment où le mec, l'amiral en poste à Madrid, parce que faut savoir qu'à l'époque l'Espagne était neutre. Je mets des air quotes en disant ça. Elle était franquiste, elle n'était pas du tout pro-américaine, mais plutôt pro-nazi. Mais il y avait une partie de l'état-major anglais qui était en poste dans les ambassades. Et donc, du coup, tu as toute cette partie de coulisses où, avec ce mec qui, justement, pour aller entendre aux portes, va faire le petit coquin avec. Ça, c'est la scène que tu ne t'y attends pas. Et elle vient. Et ça revient une deuxième fois avec un autre personnage masculin où il y a une petite partie de branlette surprise. Ça, on s'y attend pas non plus. Ils s'attendent pas du tout. Ils font leur qui affaire. vient et tu vois, moi ça me fait penser au film à la OSS 117 où on dit écoute ma belle, écarte les cuisses et pense à la France. Là je me suis dit tends ta main et pense à l'Angleterre, quoi. Tu sens à sa droite. Ouais, ça c'est plutôt bien vu, je trouve, parce qu'ils ont trouvé une manière originale de mettre en avant la partie un peu sensible de l'espionnage qui est la séduction. Et parfois le facteur humain et du coup parfois la séduction implique que ce soit un homme qui séduise un autre homme. Investissement de soi total exactement aussi. Et du coup effectivement ce diplomate anglais va faire en sorte que l'opération réussisse, parce que sans lui en fait ça ne marche pas. Et il est prêt à aller jusque là. Il connaît le personnage qu'il rencontre, qui est apparemment du coup un officier espagnol pro-nazi, qui n'a aucune envie à ce que. Mais ça c'est vraiment. Alors je sais pas si ça vient du roman, mais c'est quand même assez bien pensé. C'est-à-dire que on a un état-major, un diplomate anglais qui est triple espion, c'est-à-dire espion pour les Anglais, espion pour les nazis et re-espion pour les Anglais. Ça c'est le highlight du film. En quand fait, tu fais, toute cette partie, elle est drôle. Je trouve que le ton est juste. Tu vois, quand toute cette partie en Espagne, avec en fait, ce qui est super drôle aussi, c'est que il trouve un mort pour pouvoir qui est noyé. Mais en fait, on comprend qu'en fait, il s'est shooté, il a bouffé du pain rassis, moisi et empoisonné, et qu'il est mort de ça. Il s'est suicidé en fait. C'est un espèce de suicide. Voilà, c'est un SDF anglais londonien qui s'est suicidé. Il récupère le corps et on voit le noyer en fait du coup. Oui, qui est noyé aussi. Et donc du coup, il y a tout le délire où le messagiste anglais dit, bah voilà,
normalement, un médecin légiste local ne verra jamais la différence et ne saura jamais que la mort n'est pas par noyade. Exact. Et forcément, quand il arrive à Cadix, qui c'est comme médecin légiste, un mec de l'université de médecine de Madrid qui revient donner un coup de main parce que le médecin légiste sur place est mort genre la semaine dernière. Non, c'était un collabo en fait. Il était pas clair en fait. C'est pour ça qu'il avait été viré. L'ancien médecin légiste en fait n'était pas clair. Ils l'ont remplacé par quelqu'un de plus. Et plus que ça, ce médecin est spécialisé dans les cas de noyade. Ça nous a fait beaucoup rire, Jérémy, quand il le case. Mais tu vois, le film fonctionne, tu vois. Toutes ces parties espagnoles. On aurait bien aimé même juste que ça soit un tout petit peu plus étayé, que ça soit un peu plus. Je pense que certaines scènes, même si c'est volontaire, on est dans un enchaînement de faits, il faut que ça aille vite, il faut que ce soit rythmé, et je crois que c'est le moment où effectivement il faut surtout pas être endormi avant cette séquence dans le film. Le film te réveille à ce moment-là en fait. Pardon ? Le film te réveille en fait un petit peu à ce moment-là. Il te réveille, mais je veux dire, il faut suivre aussi parce qu'il y a d'un seul coup énormément de protagonistes en fait qui sont invités. Un tel ça marche pas et tout, ouais vas-y appelle un tel, ouais lui non attends la mallette elle est où, ouais non ils vont nous la redonner, ah non mais il faut que ce soit un tel qui s'en empare. Bref. Il faut ça va très vite. Ça va vite, mais justement, enfin, ça marche bien. Mais il y a quelques moments où je me suis quand même dit, punaise, ça aurait été bien que certains plans soient un tout petit peu rallongés. Typiquement, cette scène, c'est dommage parce que la tension monte. Il opère le noyé, il ouvre le ventre. Il y a une scène ultra gore où il sort les tripes du gars qui ressemblent déjà plus à rien. Imagine l'odeur, quoi. Voilà. Ça ressemblait à un plat de chien, ça, non ? Et on a juste cette scène où tu as le diplomate anglais qui dit non mais quand même on va arrêter parce que c'est ridicule, on va l'enterrer pour c'est fini maintenant pour son âme machin et ça s'arrête là. Il y a un plan, ça cut à ce moment-là. Le médecin légiste n'a même pas le temps de répondre ou même pas le temps de protester pour dire bah non c'est un cas qui m'intéresse, je veux. Et du coup moi, j'aurais aimé dans ces moments-là des scènes un peu plus à la Tarantino où la tension monte, on se dit mais ça va vraiment foirer quoi. C'est vrai qu'il y a une ellipse à ce moment-là. Et là, c'est dommage. Ouais, c'est dommage. C'est un peu dommage. Ouais. Il back en fait, il back tout de suite. Mais c'est ça. Et là où il y a les choses qui sont toutes écrites pour eux, que ce soit dans le roman ou dans l'histoire réelle, ils n'utilisent pas à 100% pour créer le suspense et le côté tellement hasardeux de la réussite de l'opération quoi. Parce qu'en plus ils te le posent avec le médecin légiste où ils disent je sais plus c'est généraux anglais justement qui viennent voir l'autopsie qui disent bon on va aller vite et le médecin légiste le dit lui-même mais moi j'ai tout mon temps. Donc tu te dis là ça va capoter, là on va avoir un retournement et en fait non. Mais c'est ça, il y a une surenchère d'éléments qui te font dire que ça va foirer pour finalement résoudre le truc sans résolution réelle, sans... Le triple espion, enfin le double espion espagnol, effectivement, tu te dis ouais le mec ça va être chaud, il va le voir le soir dans un parc et tout ça. Et en fait ça se résout par ce truc. Bon effectivement c'est original, tu te dis bon effectivement ça doit peut-être se passer comme ça, les tensions, les séductions et tout ça. Tu te dis ok, mais là encore c'est bazardé, allez hop, il faut qu'on avance quoi, il faut que ça. Mais c'est là que tu sens que John Maiden c'est pas ça qui l'intéresse. Ce qui l'intéresse c'est l'histoire d'amour, c'est on y revient après, c'est le triangle amoureux quoi. Mais ouais, et ce triangle amoureux qui, tu vois, même à la fin, je trouve que avec Matt McFadden, le Charles, celui qui est jaloux, en fait au final qui voulait se taper la secrétaire et qui a rentré dans l'opération. Et qu'au final, lui voit l'histoire s'échapper, qui a toujours été un personnage du décor, son personnage est tellement caricatural, tu vois, il y a une espèce de flip où il change, d'un coup il devient un peu méchant, parce que du coup il doit espionner pour le compte de l'amiral le supérieur Colin Firth, qui a un frère qui est soi-disant communiste. D'ailleurs, le frère qui est joué par Mark Gatiss, qui est le co-créateur avec Stephen Moffat de Sherlock, la série Sherlock. Avec Cumberbatch. Ouais, Cumberbatch, et qui est qui intervient plusieurs fois dans Doctor Who, un acteur que j'adore vraiment, Mark Gatiss, c'est un mec vraiment en or.
Mais là, c'est pas du tout traité, tu vois. Non, c'est une histoire qui tombe à plat très, très, très vite. Et effectivement, j'ai pas non plus aimé le côté où Charles devient en une seule scène extrêmement jaloux et où c'est obvious que du coup, il va se retourner l'amitié et le côté relation presque fusionnelle parce qu'ils ont les mêmes idées avec Ewan Colin Firth. Tout d'un coup, est chamboulé par cette jalousie qui est créée en une seule scène et qui est un peu qui est un peu du domaine de l'enfantillage, quoi. Complètement. Je suis d'accord. Tu sens que là, il faut combler, quoi, en fait, à travers ce genre de petits arcs. Mais c'est dommage. Ouais, c'est vraiment. En fait, je trouve qu'il y a tout ce qu'il faut sur le papier, mais il y a des. Et je sais pas vous, mais moi je m'attendais à un moment donné à ce que Ewan confronte son frère ou quelque chose, quoi. Tu vois, que ou qu'il puisse s'expliquer ou encore un arc qui est bazardé total, quoi. Mais oui, qui est juste là pour créer de la tension, créer un obstacle dans leur vie de tous les jours, sans encore une fois que ce soit exploité ou résolu. Regarde la scène dans la voiture où ils partent tous les deux, donc Ewan Montaigu et Charles. Oui, alors là, ils auraient pu tellement faire ils sont face à face avec ce mec bourré qui conduit. D'ailleurs, ça, je ne comprends pas. Ce mec qui se bourre la gueule, il le laisse picoler. Le mec, c'est lui qui doit emmener le. Oui, mais c'est un super chauffeur, tu comprends. Donc voilà, il peut y aller les yeux fermés, quoi. Oui, mais tu vois, sur le papier, c'est vraiment pas comme ça. C'est bien. Au départ, tu vois, il y a un aspect en plus qui est intéressant avec ce chauffeur complètement bourré. Qui vient, qui est soi-disant un comique, quoi. Ouais, mais c'est intéressant. Mais effectivement, ce moment où les deux, Ewan et McFadden, se retrouvent dans le même fourgon pour apporter le corps en fait en Écosse à la base de la Royal Navy des sous-marins. Exact. Et ben en fait, il y a aucun plan à l'intérieur où ils se parlent, où ils pourraient se confronter par rapport à cette histoire d'amour où les deux savent très bien qu'ils sont amoureux de la même personne. Non, il te fait. Franchement, c'est vrai que c'est monté encore avec les pieds contre-champ. Ouais, là, le contre-champ, c'est le festival. Là, il aurait pu faire un petit regard. Et pourtant, regain, un très beau plan quand il s'installe dans le camion. On voit en amorce le coffre, la capsule qui contient le corps. Et il y a une symétrie, il y a un plan qui je trouve magnifique. Et il n'est pas du tout ensuite pris ou exploité. On passe juste sur un champ contre champ où Charles s'allume une clope et il n'y a pas de cinéma en fait. Il n'y a pas de cinéma. Il n'y a pas de cinéma. Dans ce film, il n'y a pas de cinéma. Cinéma. Non, mais il balance le truc. Là, tu te dis, alors, confrontation, ça s'énerve après. Mais pendant ce moment-là, ça se finit même pas en fait. Puisqu'après, ça coupe et ils arrivent au port. Et là, ils sortent. Et la première réflexion de Charles, c'est j'ai les couilles broyées. Je sais plus ce qu'il dit à un moment. Là, j'ai perdu mes couilles. Et tu fais, et j'ai pas du tout aimé la réflexion que fait Charles. Une espèce de réaction morale où il dit j'ai réussi à avoir une place dans le sous-marin parce qu'il faut bien que l'un de nous accompagne le Major William jusqu'au bout. Mais non, à quel moment il a besoin de faire ça ? Tu mets la mission en péril à ce moment-là. C'est parce qu'en fait, moi, je l'ai compris comme étant le fait que il doit espionner pour le compte de l'amiral Ewan, et donc il se dit mais j'ai aussi je vais pouvoir aussi moi me placer, et c'est surtout moi peut-être que l'histoire retiendra en tant que personnage central de l'opération. C'est comme ça que moi mais effectivement je l'ai pas vu comme ça. L'ego est pas trop mis en avant. Ces raisons sont tout à fait justifiées, et ça je comprends. C'est juste les phrases qui sortent, il lui reproche de même pas avoir pensé à y aller. Il lui dit mais vu que personne n'y pense, vu que la seule personne qui est moralement adéquate ici c'est moi, je décide d'y aller. Et t'es là, mais tu viens de le critiquer sur rien du tout, quoi. Enfin, pour moi en fait c'est juste pour rappeler son énorme complexe par rapport à son frère en fait qui n'est pas enterré. Je pense que c'est pour rappeler ça. En fait. Il n'est pas un homme d'action. Il fait quelque chose qu'il n'a pas réussi à faire avec son frère, et du coup il le compense par ça. Faut l'expliquer, Lionel. C'est tout c'est tout l'enjeu effectivement de ce personnage-là. Toute la tension qu'il y a entre les deux. C'est que son grand frère est mort en héros. C'est le héros et lui vit chez sa mère. Pilote d'avion. Héros, mais après qu'on apprend qu'il a été soupçonné de trahison, son frère en fait. Il n'y a pas un moment où il parle de ça justement Non. Il parle pas de ça. Non, c'est justement Ewan Colin Firth qui dit oui, contrairement à mon frère, le tien a toujours été un héros et a toujours été considéré comme un héros de la patrie. Lionel n'ose pas dire au milieu de cette table, autour de cette table, qu'il a dormi
pendant le film. Voilà, J'ai c'est fermé ça. les yeux. Sérieux Voilà. Ah, non, tu non, l'as pas non, dit. je me suis même pas endormi. Non, j'ai cru que ça. Je sais pas. Mais moi, je vois des films, je vois pas les mêmes films que vous, les gars. Ouais, c'est clair. Oui, bah si on reste branché sur les films de la pour ça que Hammer tu l'as et aimé, en Commando, fait. mon gars, on va pas aller loin. Hein. C'est comme pour la musique, hein, Mais- les L5, c'est très bien, les gars. Je vous le rappelle quand même. Tu fermes les yeux, c'est Lisez le livre. Mais justement, c'est full valeur. Moi, c'est ça qui m'a dérangé. C'est ce côté, mais ils sont tous hyper Patriotique comme ça. Non, pas forcément patriotiques, mais plein de valeurs. Tu vois, dans le sens que c'est des hommes bons. Ouais. Mais oui et non, pas bons tellement, un peu, pas dans hein. leurs actions finalement. Pas Parce que bons un peu. Ouais, Charles, il enchaîne les conneries quand même à cause mais de. il est quand même, ouais, mais il est quand même, il est jamais dépeint en. Même quand on essaie de le dépeindre en méchant, La scène il de reste danse, quand même super valeureux. La ouais. scène de Oui, danse la avec scène de Jane danse, il fait son passe gros vraiment lourd pour de- le de- Oui, putain voilà, de gros lourd. connard, quoi. Et tu le vois déjà dès le début, dès le début du film où tu vois, enfin, où d'ailleurs, je trouvais que la mise en place du film, le premier acte est C'est en putain de Angleterre. long, quoi. Non. Il est interminable ce premier acte, avec des Alors, tu le vois jusqu'à où, toi, le premier acte au moment où ils arrivent dans le sous-sol où ils commencent l'action, ouais. quoi. Mhm. Là, en plus avec des trucs du genre ah mais c'est la guerre, ah oui mais on doit commander des spams, enfin la Des bouffe, machines à café. enfin du cornet de beef d'ailleurs. Ouais, c'est ça. Je me suis posé la question Mais aussi. C'est tiens. du cornet de beef. Mais encore une fois, moi je vais revenir avec toujours ce même argument. Encore le Parce chemisier que, hein Encore le chemisier Non, pas le chemisier. Pas la beauté. Non, un autre truc, mais encore une fois, ça nous parle de la guerre de l'ombre, quoi. Et ça nous parle Ouais, des coulisses et des choses qui sont lentes à se mettre en place. Oui, et tout. mais- Donc, c'est pour ça que moi j'ai du mal à aller dans ton sens, tu vois. J'ai plutôt tendance à prendre un peu Oui, mais contre-pied, les à trucs défendre qu'on le film sait. par Toi, rapport tu l'as à ça. Ouais, mais accepté, en je suis fait. d'accord, mais Toi, tu l'as complètement accepté. on Mais non. sait. Enfin, maintenant, nous, on sait, je suis désolé, par rapport à la Seconde Guerre mondiale, on sait que les nazis, c'est les méchants et qu'il y a une guerre de. Enfin, pour moi, c'est obvious, c'est des choses qui sont obvious, tu vois. Mais il faut. Moi, je me dis que c'est pas plus. C'est pas non plus. Je trouve qu'on peut. À mon sens, c'est un reproche facile à faire au film de trouver que c'est long par rapport juste à cette Excuse-moi d'être introduction, facile tu vois. dans la vie, Parce monsieur. que oui, mais bah oui, sais mais pas, easy, pour Easy, le gars. Il est easy. C'est aussi pour impliquer peut-être progressivement la spectatrice, le spectateur dans Attends, le film et faire en sorte que oui, ils se rendent compte que ça prend du temps, ce Non, genre mais d'intrigue à se mettre en place, t'as- que c'est des négociations qui sont en Oui, coulisses, mais qui se ok, mettent, tu d'accord. vois. Non, mais Donc c'est pour ça, moi je n'ai pas trouvé que c'était non, mais d'accord, mais t'as vu. le plus gros grief du film, quoi. Voilà. Non, mais c'est pas un gros grief, mais t'as vu le C'est public ce que qu'il y c'est avait que dans le la plus gros salle. grief pour toi. T'as vu le public qu'il y avait dans la salle? C'est-à-dire. On était les plus jeunes. Non, à côté Bon, de oui, il y avait des à côté jeunes, de toi, il y mais avait un plus La jeune. grande majorité, c'est des putains de boomers. Désolé de vous amener dans les films de vieux là. Ah non, mais. Moi j'en ai entendu un qui a dit, Moi il est où Tobey Maguire? moi, j'adore les films de vieux. Mais là, je suis désolé, le public, on est au courant, on sait comment ça se passait, tu vois, la Seconde Guerre mondiale. Non, mais tous, Jean-Baptiste. tu vois, tous autour de la Mais table. on n'était pas dans Star Wars, hein, c'est tout. Mais non, hein. mais je demande pas ça, mais je m'en fous. Tu vois, Quels étaient les aspects mis en avant de la guerre que tu trouvais déjà vus et sur lesquels on n'apprenait rien? Bah, toute la mise en place, en fait, toute la première partie où, avec ce côté restriction, où c'est réappuyé dans le discours de Colin Firth. Je trouve ça un peu long. Le fait qu'il y ait le briefing pour resituer le plot en fait, du film, c'est-à-dire pour le lancement de l'opération Mincemeat, je trouve que franchement, il y a des pis-aller qui sont franchement mais des lieux communs qui sont balancés. Mais, et qu'on sait, tu vois, qu'on sait déjà. Il y a pas mal de phrases d'exposition. C'est de l'expo. Ça, c'est pur et vrai. dur complètement. tout le temps. Les 25 premières minutes, c'est gavant. L'idée du crowdfunding, c'était un peu exagéré. Quand même. C'est un peu limite. hein, Après, je rejoins le côté Mathieu. méta, Je rejoins Mathieu dans l'aspect que j'ai bien aimé, c'est ce côté. Il faut pas croire que la guerre c'était 10 personnes dans un Ouais, mais t'es pas lieu obligé de à faire une voix Londres. off. C'était pas Churchill et 10 autres personnes qui ont tout décidé, etc. La guerre, c'est plein de petits aspects liés à différentes zones géographiques et différents moments spécifiques. Et là, on parle de un groupe de 6-7 personnes qui étaient en charge d'une petite opération qui allait probablement, qui était vouée à ne pas marcher. Donc c'était le gouvernement anglais qui était OK de mettre une certaine quantité de ressources dans une opération qui a priori était vouée à pas marcher, mais que si elle marchait pouvait potentiellement rapporter gros. Et c'était de se dire effectivement de s'enfermer dans ce petit monde-là, ce petit groupe-là, sur une période de 3 à 6 mois, et que tout ce qu'ils pouvaient imaginer
eux, sur leur opération, tout était ensuite décidé par d'autres gens, par l'amiral, par Churchill, et il n'avait pas le contrôle total sur chaque chose. Et donc, il ne pouvait pas... Enfin, c'est ce moment que je trouve très, très chouette de l'écriture de la lettre est significatif. Ça, c'est bien fait. Où on parle d'une lettre qui est censée être écrite de manière naturelle par une personne avec ses erreurs, avec ses fautes, avec le côté pas forcément toujours bien écrit. Et l'amiral revient sur des mots, revient sur des formules. Tu sens qu'il fait chier. Il fait juste ultra chier. Ils disent voilà, en fait, il dit un truc, il dit le truc coup classique. Il fait le coup classique de cette lettre est beaucoup trop importante, il faut qu'elle soit parfaite. Mais non, t'as pas compris, parce que justement, si elle est parfaite, ça ruine l'opération, parce que ça va montrer que elle est trop écrite, trop surécrite, quoi. Vraiment quel débile cet amiral. Et du coup, j'ai une question pour toi. Moi, du coup, j'ai un peu perdu le fil à ce moment-là. Comment est-ce qu'ils ont résolu cette affaire? En fait, ils ont donné la lettre au vrai général. Mais au vrai général. Et ça c'est lui qui l'a écrit. Mais on ne l'a pas vu, général. Non, ça, je pense la que magie de l'ellipse, c'est un gros défaut. On sait pas de qui parle. Moi, à ce moment-là, je fais, mais c'est qui ce mec? Une maladresse de mise en scène. C'est un gros défaut. Rémi, viens là. Mais ils auraient très bien pu le mettre en scène, le gars. Ça aurait fait une chouette scène. Juste un plan. Où les deux se présentent un peu bénets au gars sans pouvoir lui expliquer l'opération parce que c'est secret défense. Et comment lui faire comprendre qu'il doit écrire une lettre sans tout lui expliquer de l'opération. Ça aurait été une chouette scène, tu vois. Mais tu vois, moi bêtement, du coup, cet amiral, je l'imagine comme un mec en fait qui a une expérience qui doit avoir la soixantaine, qui a un vieux briscard, on lui a fait plus, et du coup, on lui demande d'écrire une lettre et il l'écrit à l'arrache comme ça du premier coup. Et il signe de son pseudo José. José B. Et c'est vrai que par contre, ça se finit comique en fait, où il t'explique que. Ah bah là, oui, là c'est très bien et tout ça. Et c'est qui l'a écrit? C'est l'amiral machin. Ah, et d'ailleurs, elle ressemble très fort à la première version que j'ai fournie au début, quoi. Et là, tu sens que. Ouais, mais quoi. Tu vois, et ça, c'est même pas. Je trouve, au final, je trouve ça doit tomber à côté. Et puis au final, je me suis dit au tout début, j'ai même pas capté que il le montrait, il allait le donner à l'amiral Nye. Mais qu'en fait, lui, il allait juste l'écrire comme il le sentait, tu vois. Et pas qu'il allait le faire comme lui il le voulait et pas comme il s'attend à ce qu'on s'attend de lui à le faire. Alors, il n'y a que moi qui ai rien compris. Non, mais pour moi, après, je pense qu'ils l'ont montré vraiment au général Ni. Mais c'est pas expliqué, il manque cette scène. Moi, je suis comme toi en fait. Ça aurait été... Mathieu, tu veux partir, c'est ça? Non, pas du tout. Si, tu dois partir, Mathieu. On vient de trouver une solution pour d'accord. C'est gentil. ce superbe podcast. Parce que moi, j'ai encore des choses à dire. Putain, mais c'est pas parler, bordel de merde. Parle. Non, mais... Moi, j'espère que je pourrais encore dire la beauté. Tu l'as déjà dit. Non, mais on parle beaucoup des choses qui nous ont un peu déplu, mais est-ce qu'on pourrait aussi parler des choses qui nous ont plu un petit peu par rapport à ça? Moi, je voudrais juste revenir sur la petite scène. C'est très cliché, je t'en parlais tout à l'heure quand on rentrait à la voiture. Ouais. Moi, elle a marché sur moi, on la voit venir à 1000 km, mais n'empêche que je pense que là, c'est le talent d'acting de ces putains de fucking acteurs british. J'adore leur jeu, j'adore comment ils retransmettent les sentiments, mais la lettre, en fait, écrite par Esther, la lettre d'amour, en fait, c'est vrai. Elle est cliché. Elle est extrêmement cliché, mais non, mais ça marche. Ouais, et ça, je te l'avoue, JB, je ne l'explique pas. Mais et pourquoi ça marche? Ton petit cœur sensible. Et pourquoi ça marche? Parce que effectivement, tu la vois venir. Il y a ce moment où, et ça, ça pour le coup, c'est une super idée, où il se donne la lettre. Oui. Tu sais pas qui va la lire, et tu attends 3 personnages avant de pouvoir enfin commencer à la lire. Et en fait, du coup, il y a le côté ultra cliché de la lettre émotionnelle de personnages fictifs où tout le monde se retrouve dans la lettre et retrace la lettre à leur propre histoire d'amour à chacun d'entre eux, et du coup aussi aux spectateurs. Et du coup, ça marche très bien. Mais avant ça, il va à l'encontre des expectations en faisant en sorte que la personne ne se sente pas capable de la lire parce que c'est trop fort. C'est trop fort pour elle, effectivement. Et effectivement, quand Kelly MacDonald commence à la lire, au tout début, tu rentres un peu dedans, et puis au final, tu rentres complètement dans ce qu'elle dit. Et là, pour le coup, je trouve que la musique reste assez calme, heureusement, ce qui parfois n'est pas le cas. Je suis d'accord avec toi, parfois c'est too much. Mais heureusement, dans ce moment-là, c'est pas le cas, et c'est pour moi une scène qui marche très bien. Il aurait pu te la faire très larmoyant en faisant une fixette justement sur Esther, en voyant son émotion monter en fur et à mesure. Et non, en fait, limite, elle est mise en arrière-plan.
tu vois un peu le truc et tu la vois toute gênée. Enfin, mais c'est ça, elle le vit très bien. Elle est passionnée par cette histoire de Pam et William, et elle le lit de manière tout à fait calme. Mais c'est les personnages autour d'elle qui sont en train de se décomposer complètement face à sa lecture, et du coup nous aussi, quoi. Et surtout que ça met la tension du triangle amoureux de nouveau au premier plan. Ouais. Voilà, moi j'ai moins accroché. J'avoue que j'ai trouvé ça un peu fatigant. Mais bon, je sais pas ce que je suis un cœur de pierre. L'amour, c'est nul. Je suis un cœur de pierre ce soir. Je suis désolé. Des sous-marins, bordel. Oui, c'est ça. Des sous-marins. Non, Il y en a ras-le-bol de voir des galonnés dans les films, Jean-Baptiste. Mais si, j'aime bien, moi. Non. Les histoires d'amour, j'aime bien. Est-ce qu'on parle de Ian Fleming, le traitement du personnage de Ian Fleming, qui est quand même un peu... Tu veux pas parler des choses bien, en fait? Bah, il y a eu des choses bien. Au début, quand il est amené, toi, tu l'avais même pas vu arriver, en fait. Mais non, j'avais complètement zappé. Tu l'avais zappé, ouais. En fait, maintenant qu'on reparle du film et qu'on mentionne qu'au début du film, il parlait déjà de pourquoi il pensait à M et pourquoi il pensait à Guy, ben, ça fait sens. Mais j'ai pas du tout pensé que c'était Fleming. Et c'est seulement quand il a dit à la fin du film, Fleming, why the hell do you type so fast? Ou qu'est-ce que tu es en train d'écrire à cette machine alors que tout le monde est en train d'attendre le fax? Le fax, non, le télégramme. Et là, j'ai fait, oh putain, c'est Fleming. Et j'avais pas pigé. 2 heures. J'avais juste pas compris. Le coup de la scie circulaire sur la montre. Mais oui, non, j'avais pas pigé. Alors là, comment vous appelez? Je m'appelle John Q. Ah oui, d'accord. Non, parce que non, c'est la section Q. Q, c'est la section. C'est la section de recherche. Mais par contre, quand il regarde les puristes autour de la table. On fait les choses bien. Ça aurait pu devenir un Eratum, mais non, Eratum maintenant. D'accord? Voilà. C'est la section Q, quoi. Ne me provoque pas, Lionel. Tu sais de quoi mais je suis effectivement, capable, toutes les références à James Bond, je trouve que ce personnage aurait pu être tellement mieux amené, tellement mieux traité. Il aurait peut-être pu aussi être un peu plus creusé, je pense, parce qu'il intervient pas tant que ça. Hein, dans c'est la voix off. C'est la voix off. Et je trouve que la voix off, pour moi, gâche. C'est une figure de style que j'aime plus du tout. Mais pour m'être un petit peu renseigné, il n'a pas eu tant d'implication que ça, en fait, Ian Fleming. Il est vraiment resté dans les bureaux. Il a dit dès le début, de toute façon, vous êtes là, et tu seras où, toi? Moi, je serai dans les bureaux au-dessus. Tu sais, dès le début du film. Mais oui, mais ça, j'ai pas compris. Bah alors, parce que quand il dit ça, il est sur une mezzanine. Ouais. Et donc ça semble que son bureau sera sur la mezzanine, genre à revoir tout le monde. Mais en fait, non, il voulait parler de l'étage au-dessus, en fait. Mais il est du côté amiral, en fait. Il est du côté amiral. C'est un de leurs supérieurs, presque. C'est l'aide de camp de l'amiral. C'est ça. Ouais, donc c'est pour ça. Mais il adhère totalement, en fait, à l'idée de... On le voit au début de la première réunion, quand il lance l'idée du corps mort avec le cheval de Troie. Lui, c'est le premier justement à... Ah putain, oui, ok, les références, je comprends. Ouais, il est à l'opposé de l'amiral. Tout ce qui est un peu fantaisiste et un peu osé comme histoire, ça l'intéresse à fond parce que c'est son côté auteur, exactement. Et du coup, il joue un rôle au début pour faire en sorte que ça se passe, pour vendre un peu le projet, mais pour le reste de l'histoire, il est presque totalement absent. On peut supposer que c'est le tampon entre justement l'équipe qui monte l'histoire et l'amiral, quoi. On peut supposer que c'est un peu lui qui fait... lui et Churchill, quoi, les deux, parce que Churchill joue aussi un rôle essentiel pour faire passer... Si à un moment, l'amiral est presque sur le point d'annuler l'opération, et c'est Churchill qui fait « Bah non, t'as rien compris ». On y va, quoi. Et vous avez t'as rien compris, gros naze. Gros naze. Et vous avez pensé quoi de ce moment à la fin, justement, où on attend la fameuse réponse si le débarquement s'est bien passé? Ça, c'est en fait, au niveau de la mise en scène, c'est pas terrible du tout, parce que tu sais très bien que c'est ça qui va arriver, tu le sais dès les premières minutes que ça va se finir comme ça. Donc en fait, je trouve même que en fait, je m'attendais même à ce que la fin du film, c'est vraiment, on voit les scènes d'assaut, parce qu'il y en a quand même quelques-unes en Sicile, et en fait moi je me disais même, mais finalement c'est là-dessus qu'il aurait fallu terminer le film, tu vois, d'avoir cette fin comme ça, parce que dans ces cas-là, bah oui, tu te doutes bien que finalement c'est une réussite, l'opération, et qu'il n'y a pas de toi tu te doutais? En fait, on le sait, dans l'absolu, on le sait bien sûr, mais comment c'est montré, on se doute à aucun moment. On voit un massacre, on le voit à aucun moment. Oui, mais ça c'est foireux. Ça, par contre, je trouve que en termes de mise en scène, c'est très isolé en fait. Il y a aucune envergure. Et t'as des violons qui arrivent et tout ça, et tout le monde est là. Moi, le truc qui m'a énervé. On s'applaudit, c'est vraiment formidable ce qu'on a fait et tout. Mais pourquoi finir sur l'assaut? J'ai pas compris. En fait, dans le sens où l'assaut, tu sais que l'opération est une réussite, que les plages sont prises, et tu peux terminer là-dessus, et tu vois juste un truc
truc avec en mode l'opération Mincemeat a été un succès, ça a permis de... Mais non, de nouveau on veut montrer que non, ils sont dans leur bunker et que ça a réussi et que tout le monde est content. Bon, moi je trouvais que ça c'était... Mais pour moi c'était vraiment... Quand le télégramme arrive pour dire que c'est une réussite et que les violons se mettent en marche, ça marche quand même. Enfin, moi j'avais des frissons à ce moment-là. T'avais des frissons. Pour moi c'était... Oui, mais pour moi c'est une vraie redite par rapport à l'introduction. Parce que le télégramme arrive au moment dans les 5 premières minutes. Donc tu sais que la réponse, ça va pas être les gars, on a tout foiré, c'est bon, on vient de se faire tous dégommer. Ouais, mais il faut quand même que tu saches un petit peu comment eux l'ont vécu à ce moment-là. Puis on a gagné la guerre aussi. Donc mais qu'on sache comment ils l'ont vécu, d'accord. Pour certains, non. Je crois que simplement que ça aurait pu être introduit différemment. Voilà. Oui, après, je pense que c'était quand même essentiel d'avoir le mea culpa de Charles à Ewan en disant voilà, écoute, il faut que je te dise, je t'ai espionné pour ton frère, sorry pour Jean, j'ai un peu foiré. Il fallait la réconciliation entre les deux pour dire on est tous les deux d'accord pour dire que l'amiral c'est le méchant et nous on est quand même plutôt pas mal. Et du coup, avec le petit écriteau à la fin en disant Ewan retrouve sa femme aux États-Unis, tout va bien. Et en fait, il a compris à travers cette opération qu'il aimait quand même sa femme et qu'il voulait la retrouver. C'est le gros sous-texte. Pas à gagner quand même. C'est le gros sous-texte qui est foireux parce que justement. Après, c'est tout le jeu des scénaristes de faire croire qu'avec une relation comme ça, t'as envie que les deux soient ensemble et terminent ensemble, genre happy ending et machin. Mais franchement, les écriteaux du genre de based on a true story et que t'as à la fin, t'as l'écriteau finalement, un tel a fait ci et ça dans sa vie. Là, je trouve que c'était... Et cette fin, un soldat Ryanesque avec... le soldat américain, du coup, qu'on retrouve... Non, mais qu'on retrouve la tombe gavé, avec l'épitaphe, machin. Ouais, non, l'américain. Revoir l'américain au débarquement, ça m'a gavé. Et surtout, est-ce que vous avez capté que c'était l'américain, donc au tout début, et ça, j'aime pas. C'est le rencard de Kelly qu'on retrouve en Sicile. C'est le rencard de Kelly. Par contre, ça, j'ai pas du tout aimé aussi dans la structure narrative. C'est quand même drôle parce que c'est la photo de William qui débarque en Sicile quand même. Comment ça? Le rencard de Kelly, c'est la représentation vivante du soldat mort qui a donné les informations. Oui, clairement. Donc c'est quand même assez joli comme tournure, un petit peu. Ouais, d'accord. Ouais, mais... Ah oui. Ouais, finalement, William débarque quand même en Sicile, tu vois. Ah ouais, j'avais pas vu des choses comme ça. Ah oui. Ouais, moi non plus. C'est intéressant. Mais c'est intéressant, non, c'est bien. Ok. C'est bien. Il faut l'avouer quand on ne sait pas. Ok. Mais ce sera peut-être un erratum la prochaine fois. Désolé. Mais non, mais le côté soldat Ryan avec l'épitaphe sur la tombe du soldat. Oui. Ça c'est ça va, ils t'ont pas fait un vieillissement quand même. Mais ça va. Et je reviens aussi sur un autre truc que j'ai commencé à aborder au tout début, mais on revenait pas dessus. C'est que à la fin avec Jean, le fait qu'il y a un agent allemand double qui était dans le bar. Parlons-en. Et qui reconnaît en fait Jean sur la photo. Déjà, moi, c'est compliqué de reconnaître moi, tu montres une photo. Je vois une photo de Lionel il y a 15 ans et je vois maintenant qu'il traîne dans un bar, je reconnais pas, quoi. Non, je suis le même, vieux. Toi, par contre, t'as changé. Oui, je sais. Toi, t'as beaucoup changé. Moi, j'ai rien compris. Quand elle a dit Teddy, je fais qui Teddy? C'est qui? Mais oui, mais là, on comprend rien. Et moi, je me suis dit, mais en fait, c'est elle. Exactement. Elle je me suis dit la même chose. Putain, c'est une espionne. Ouais, mais moi aussi. Mais moi, ça aurait été génial. Ça m'excitait limite à ce moment-là. Mais oui. Ouais. Là, ça aurait été génial. Calme-toi déjà. Ouais, non, mais j'étais réveillé, voilà, c'est tout. Les yeux étaient ouverts. Mais je trouve que ce moment était très très mal fait et surtout que ça implique sur le fait que c'était très brouillon. Que le colonel allemand de l'état-major allemand qui est très proche de Hitler valide la théorie Von Ron. Comme j'ai pas fait l'accent allemand, hein. Et que du coup valide la théorie parce qu'en fait ils ont une grande peur que en fait leur faux documents ne soient pas pris comme tels par les Allemands. Et donc du coup là en fait ils passent par le fait que Von Ron ferait une conspiration anti-hitlérienne et que du coup comprendrait que la supercherie grâce à l'agent double en Angleterre, le barman dans le Boys Club. Et je me dis, putain, mais c'est tellement mal amené. Je suis désolé. Ouais, mais voilà. Je suis d'accord avec toi, c'est mal amené, mais j'y crois en fait. Quand c'est expliqué, au final, j'y crois. Et je veux bien croire qu'en époque de guerre, avec des trucs comme ça se passe, avec les espions, double espion, triple espion, et qu'au final, t'as les bons Allemands. Alors ça m'a fait aussi rire. Sache qu'il y a des bons Allemands, c'est vrai.
Non, c'est pas des bons Allemands, c'est des Allemands qui veulent prendre le pouvoir à Hitler. Oui, ça veut pas dire qu'ils veulent unifier le monde justement, entier. quel sens ça en fait? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment bon allemand? Ça, je veux bien y croire, mais effectivement, ce personnage, quand il déboule, tu fais what the fuck, t'es dit. Là, il y aurait eu un truc hyper intéressant, quoi. Après, c'est l'histoire qui fait que, mais c'est un peu dommage de se dire, putain, l'opération, elle a quand même marché grâce aux Allemands aussi. Ouais, mais ça fait partie de la guerre de l'ombre. Ouais. La fameuse guerre de l'ombre que Mathieu aime tellement. Mais te dire, en fait, l'opération, elle aurait foiré si tous les services de renseignement allemands étaient fidèles à Hitler, l'opération aurait foiré. Complètement. Et ça enlève un peu de magie un peu à l'opération en elle-même, quoi. Pas forcément, tu vois. C'est ça aussi qui est génial, c'est ce facteur humain. Il a dit que le film était génial. Ouais, je retiens aussi. Allez, hop, bonne soirée tout le monde. Salut, ciao, c'était. J'ai dit chaud. Non, ce que j'ai dit, ce qui aurait été génial par rapport à l'histoire du film, c'est de montrer plus ces aspects-là de micro-management de l'espionnage, quoi. J'en reviens toujours à cette partie espagnole que je trouve hyper bien gérée et que j'aurais aimé voir comme film. Tu vois, c'est comme... Moi, je repense quand le film de Clint Eastwood, Quand les aigles attaquent, je crois. Peut-être, ouais. Où Clint Eastwood doit infiltrer un château en Norvège. Michael Bay, ça, non? Non, pas du tout. Non, c'est un truc des années 60. et voilà. Mais pour revenir à un côté beaucoup plus espionnage, tu vois. Et que c'est comme le film avec Tom Cruise sur un des attaques anti-hitlériens. L'aigle... Valkyrie. Valkyrie, ouais. Très, très bon, ouais. Et où justement, tu as tout ce côté où je trouve que Valkyrie est mieux géré, tu vois. Après, la tension est mieux gérée. C'est un autre budget, hein. Oui, c'est pas pareil. C'est Tom Cruise. Mais oui, mais j'ai trouvé cette scène aussi très, très brouillonne et encore un truc désamorcé alors que ça devenait intéressant. Exactement comme avec la scène du médecin légiste et le diplomate anglais. Ici, on a l'espion allemand qui vient voir Kelly et qui lui dit « Tu vas me dire ce que tu sais, sinon je te fous une balle sur la tête ». Là, tu fais ouh, la tension monte, qu'est-ce qui va se passer? Et ça coupe, on sait pas ce qui se passe. Et on se retrouve. La magie de l'ellipse, il faut pas choquer le bourgeois. Et on se retrouve avec une scène ultra brouillonne où Ewan s'engueule avec Charles devant Kelly et elle est obligée de faire l'exposition sur qu'est-ce qui s'est passé avec l'Allemand alors qu'on aurait pu le voir, le vivre avec elle. Directement. Et t'es là, putain, mais dommage quoi. Les gars, c'est vrai que c'est loupé là. Mais il y a beaucoup de choses où on sent quand même qu'on veut pas choquer trop le spectateur, quoi. À ce moment-là, tu me montres pas des tripes dégueulasses, je sais pas. Oui, c'est ça d'un coup, ce basculement dans quelque chose de beaucoup plus gore qui du coup tombe à plat. Mais Mathieu, je veux juste essayer de faire appel à ta référence et mémoire BD-esque. Le pouvoir de l'ellipse, ça vient d'une BD, ça, où j'ai un souvenir d'un éléphant qui est dans une case. Tu vois, et que la case d'après, il se trouve à l'intérieur d'un magasin, enfin d'une pièce toute petite, et la porte elle est toute petite, et en fait son pouvoir spécial à lui, c'est le pouvoir de l'ellipse. Et là, je vais te décevoir, je ne vois tu vois pas. Après, et je sais plus comment il s'appelle l'éléphant. Je pense qu'il y a des, enfin bref, c'est une petite parenthèse, mais il y a des théoriciens de la bande dessinée qui se sont amusés à justement expliquer ce genre de concept, notamment Scott McCloud dans L'Art invisible. Donc je me demande si c'est peut-être pas à travers ce genre de bouquin, peut-être que tu aurais pu chercher. Voir ça. Mais je vais chercher. Je vous rappelle que Mathieu a une chronique Euromat. Il fait des chroniques sur LN24 tous les jeudis matins. Tous les jeudis matins. Voilà, un jeudi matin sur deux, si vous êtes à Bruxelles. Donc tous les Français qui nous écoutent, connectez à votre VPN. Et le film dont tu parlais, JB, c'est Quand les aigles attaquent, effectivement. Ouais, de Brian J. Houghton. 1968. Je connais pas. Mais bon. Donc, moi, quand même... Bon, après, on arrive peut-être un peu sur la fin, quand même. Oui. Ouais. Et moi, la petite scène de fin, bon, alors, full valeur encore, on dit la vérité, comme vous disiez tout à l'heure. C'est moi, j'ai fait ça pour mon frère et tout ça. Mais, quand même, j'aime bien le côté british où ils finissent par on va aller se boire une bière à 8h du matin. On va aller au pub. Et ça, quand même. On va boire un whisky. On va boire un whisky à 8h du matin. Je fais, putain, ça, quand même, c'est bien. Ça, c'est mon british. Ça, c'est bien. Tu t'es retourné vers moi et t'as dit ouais, ça, c'est bien. La beauté. Enfin, voilà. Bien, merci. Je suis en train de faire la recherche de référence sur ce que je parlais.
Mais bon, je trouve pas là Ça tout de va suite, donc ce sera pour le prochain un erratum pour le prochain épisode. Mais voilà. Mais en tout cas, merci les gars. Vraiment, ce fut un grand plaisir et ça fait un grand plaisir de le voir, ce film avec vous. Bah, un petit dernier mot sur le film, peut-être Mais ou- ouais, mais tu m'as trop coupé dans mon élan. J'ai- Un dernier mot, s'il vous plaît, chacun, à chaud, sur ce film. Et là, d'un coup, il n'y a plus personne. Non, mais un dernier mot, une phrase. Hein, Mais, ce que ouais, tu veux. moi, il restera pas dans les grands films d'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, mais si vous avez, s'il est proposé dans votre suggestion streaming dans 6 mois ou 1 an, c'est Même pas, pas d'aller le voir au cinéma, quoi. Non, mais Mais effectivement. il marche bien. Hein. Ah bon? Ouais, il marche. Mais on connaît pas le budget. J'arrive pas à trouver je vois de pour son sur l'instant le budget. 7 millions worldwide sur IMDb, Ouais, mais c'est pas très rassurant. Non, 7 millions, c'est pas grand. Mais, Après, mais il n'a pas c'est- dû coûter beaucoup. Hein. Mais Après, on je connaît me pas demande le s'il est budget. peut-être pas encore sorti aux States, comme c'est souvent le cas d'ailleurs. Ça, je ne sais pas, effectivement. Mais à mon avis, il n'a pas dû coûter très très fort. Non. Quoique, il y a comme du CGI de bateaux de la Royal Navy. Bah, alors, Qui passe bien. ça, pour Ouais, ça, ça passe. À la différence Parce que d'un c'est dans la film- nuit. C'est sombre, oui, c'est La, ça. dernière- c'est sombre. ouais, la différence de The Northman qu'on a vu avec la scène d'intro, avec les bateaux, foireux, et, ça. Les qui dracars, étaient- ouais. les dracars qui étaient. Ça faisait Les mal aux dracars yeux. photoshopés en 2D. ça piquait. Et là, tu vois le sous-marin, tu fais OK, c'est un peu sombre, mais ça fonctionne bien. Là, ça. Non, ça passe. Ça passe, ouais, ça passe. Mais voilà. Donc, pour moi aussi, bon moment et à voir quand même. À voir. Si vous aimez bien la team British. Vous me regardez comme si j'avais. Bah, non, mais. Est-ce que tu vas voilà. dire la même chose que Jérémy à la fin du film? Non, je. Allez Enfin. tous vous faire Non, mais foutre. regarde, si ça passe un dimanche soir sur TF1, c'est cool à regarder. Non, en VF, évitez, je pense. Vous allez, Oui, vous clairement. allez perdre beaucoup des dialogues, c'est Mais il y a dommage. moyen maintenant de faire en VO multiple. Là. Ah, J'ai tu capté ça. m'apprends quelque Ah ouais chose. Ouais, maintenant ça commence à. La mentalité commence à venir. Et toi, Mathieu? Mathieu, Le mot de la fin. l'influenceur. Le mot de la fin, L'influence. on passe un bon moment, tout de même. Il y a trop de violons, j'ai pas, Ah, je crois que c'est t'allais pas un dire violence. téléfilm. Ouais, pareil, j'ai pensé Et- aussi. Et je trouve que pour le côté, Pas assez du pudibonderie. film, vraiment espionnage et tout, je trouve qu'il vaut la peine. Voilà, ce serait ça mon mot de la fin. Bah, moi je dis allez voir Imitation Game qui est plus sympa. Dark- Et Bletchley Circle, la série sur peut-être dispo sur Netflix. je et crois. Darkest Hour. Et Darkest Hour qui est de Joe White qui est là à level au-dessus. Et, Avec un vrai Churchill. Merde. Comment il s'appelle déjà l'acteur qui joue dans Darkest Hour? C'est Gary Oldman. Gary Oldman. Et surtout aussi, oui, Slow Horses. La nouvelle série là, Ah, qui joue dedans. je viens de me la finir sur Apple C'était- TV+. ouais, c'était Elle mon est conseil. géniale. Pardon, Voilà, alors, conseil excuse-moi. culture de la Vas-y. semaine. Et voilà, je cherchais le nom. Je l'ai pas encore vu, mais je veux l'avoir. J'ai vu la bande-annonce. Pouah, ça a l'air Eh génial. ben mec, 6 épisodes, j'ai kiffé à crever. Comment tu dis je que te ça la s'appelle filerai si tu veux. Comment tu dis que ça s'appelle? Slow Horses. Slow Mais Horses. c'est moderne. Mais il y a un petit côté John le Carré pour les spécialistes, pour ceux Ouais. qui Mais connaissent. c'est un peu c'est des espions branques en fait. Ouais, c'est des branquignoles, Les ouais. espions niveau, enfin, C'est des seconde classe, losers, hein, des c'est losers, des losers. des hein. recalés en fait qui mènent une enquête. Quoi, Il y a un petit côté Hot Fuzz aussi, je trouve. ouais. Mais Ça- moins assumé que Hot Fuzz. Mais Gary Oldman dedans est Il a issu l'air pour moi d'un énorme. personnage de roman de John le Carré. Et ceux qui connaissent la référence vont du coup aller se précipiter. Et c'est pas la même époque, mais si vous voulez voir un bon Churchill, la première saison de The Crown, c'est aussi très bon. Mathieu, dis-moi. Ouais, une dernière chose que j'avais pas mentionnée en début de podcast, c'est l'existence du podcast Affaires sensibles. Ah, mais oui, tu en parlais avant, ouais. Un épisode Ah oui. à l'affaire, à Ouais, l'opération ouais, Mincemeat, ouais. donc n'hésitez pas à Mais- aller écouter ça. Tu vois, tu me l'as dit avant la séance, et c'est vrai que pendant tout le film, je me disais, putain, j'aurais préféré écouter l'affaire sensible en Mais fait. ça dure qu'une demi-heure, c'est 37 minutes je pense. C'est qui de France Inter qui Patrice Pénaud qui fait ça. Donc Mais c'est non, une- Patrice Pénaud, c'est. Affaires sensibles, c'est Non, Patrice Pénaud. c'est Rendez-vous avec X. J'ai dit fait une grosse bêtise, C'est pardon. c'est vous Druel. avez raison, C'est merci, Druel, Jean-Baptiste. hein, C'est Druel. Merci. avec merci, sa non, non, voix rendez-vous avec X. inimitable. Avec Ouais. ses tournées de page. Autant pour moi, pardon, les auditeurs Ouais. qui m'écoutent vont me balancer des tomates virtuelles à travers la tronche. Donc je Là, rappelle, elles font c'est très mal, @Romat sur Instagram, voilà. l'influenceur. L'influenceur qui connaît pas, qui influence rien du tout. C'est Merci pas Mathieu, vrai. merci Mathieu. vrai. C'est pas vrai du tout, on te charrie, Avec plaisir. on t'aime. Merci Mathieu en tout cas. Cœur sur vous, Cœur sur vous, mec, c'est tellement Joie la sur phrase. vos têtes. Cœur sur vos têtes. joie sur vos têtes, absolument. Mec, les gars, c'était cool. Merci. Vraiment. Moi, j'ai une petite idée à vous soumettre pour le prochain podcast. Ce
seras plus sur du film d'horreur. Intéressé. Le dernier Marvel. Non. D'ailleurs que t'as vu sans nous consulter. Sans Ouais, nous dire. mais ma séance était horrible, hein, je vous le rappelle. Donc, Avec des gamins. Avec des gamins en 4DX. Mais ah oui, c'était en 4DX, c'est vrai, putain. Ouais, donc j'ai Le seul gars en Belgique, trop pas, kiffé. non Par Malheureusement, contre, c'est pas le seul gars. je vous avoue, je suis pas fan de Top Gun, mais si ça vous dit, le prochain, Top Gun. Top Gun en 4DX, c'est la seule chose que je veux bien faire la prochaine fois. Ah putain, et moi je dis Top Gun dès qu'il sort, 4DX. Ouais, ça, je pense que peut-être que ça vaut le coup. À voir. Faudrait que je vois le Et il sort premier. quand alors. hein Il sort dans pas longtemps, je crois. Il sort dans pas longtemps. Il sort. Donc on a le. Fin du mois, je crois. cher fin Maverick. du mois. On va essayer de Le se faire 26 ou le 27, je crois. On va essayer de se faire un podcast rapidement parce que je crois que tu vas partir en vacances, monsieur Jérémy. Ou dans 2 semaines, oui. Voilà, donc on va essayer d'en Peut-être faire un podcast la semaine prochaine. Voilà, peut-être un Fin du podcast. mois, effectivement, t'as raison. Et après, à ton retour de vacances, Top Gun. Oh putain, t'envoies du rêve. Hein, là. Top Gun Maverick. Alors tu oublies parce que maintenant c'est Lady Gaga qui fait la BO. Ah merde. Ouais, c'est pas la Et même de toute chose. façon, il n'y a plus Tony Scott, alors pour moi, c'est pas Top Gun. Bah non, il est mort. Mais non. Feu Tony Scott qui s'est suicidé. Mais moi, il paraît qu'il y a un caméo de Val Kilmer, donc juste pour ça, je vais aller le voir. En Il fauteuil y a un volant. super docu sur Val Kilmer. c'est Val Kilmer. C'est horrible. Et après, on critique mon accent. Et après, on critique mon accent allemand. Mais d'ailleurs, il y a un super docu sur Val Kilmer. Oui, qui, il s'appelle Val, il faut le voir, ouais. c'est trop bien. Vous l'avez vu? Il est Ouais, bien je l'ai vu, ouais. D'accord. J'irai voir. Le grand Val Kilmer. Et après, je m'en ferai le Batman avec Val Kilmer. Oh putain, mais. Et on se le fait ici au Tesla, bah. Ça te dit Ah, ouais. Je les aide, tout ça. Avec des bières. Hein. Avec des bières. Je bois pas, mais avec des bières. Je te suivrai. Mentalement. Allez, Bon, les gars, ça traîne en longueur. Merci encore d'avoir écouté. merci à chaud. toi. Et merci à vous d'être là. Et à très bientôt. Ciao, ciao. Salut. Salut. Ciao.